Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir dans vos foyers pour cette nouvelle émission des Libre Antenne consacrée à l'immobilier. Avant de vous indiquer le thème de la soirée, je vais d'abord vous présenter mes partenaires de plateau. Je vais commencer par les experts de la maison d'expertise. Roméo Vulcain, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir téléspectateurs de Zouk TV. Très bien. Je rappelle que vous êtes diplômé du Conservatoire national des arts et métiers. C'est ça, vous êtes oui. spécialiste du droit immobilier, c'est ça. C'est vous ça. êtes aussi expert immobilier. C'est ça. Vous avez beaucoup de choses pour une seule personne quand même. En tout cas, merci d'être là. Merci. François Rosenbach, bonsoir. Bonsoir. D'accord, nos téléspectateurs vous retrouvent avec bonheur, bien entendu. Ouais, je suis ravi de repartir pour une nouvelle saison Pour une avec nouvelle eux. saison. D'accord. Donc voilà. Très bien, merci en tout cas. Je me permets de présenter nos invités, le vice-président de la Chambre des notaires, des notaires, on va dire ça comme ça. Guyane Martinique. De la Guyane et de la Martinique. Donc j'allais vous poser la question, Maître Tripet, pourquoi la Guadeloupe ne figure pas dans la Chambre des notaires? Pourquoi c'est la Guyane et la Martinique qui sont... C'est tout simplement parce que c'est une cour d'appel à part. Nous, on dépend de la cour d'appel de Fort-de-France. Oui. Et la Guadeloupe a sa propre cour d'appel, donc sa propre chambre des notaires, qui comprend la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et nous, on comprend donc Guyane, Martinique et Saint-Pierre-et-Miquelon. Et Il y a une étude à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis peu. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir Avec accepté plaisir. notre invitation. Ça fait un petit moment que je souhaitais vous avoir sur ce plateau. Je suis très heureux de votre présence. Moi également, merci. Monsieur Cartier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géomètre expert. Voilà. Et votre présence ce soir est très importante parce que les experts ont l'intention de discuter avec vous de choses qui les surprennent. Enfin, on va faire le point sur toutes ces choses-là et vous allez remettre de l'ordre dans leur pensée parce qu'ils sont pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe en ce moment. En tout cas, merci. Merci d'avoir répondu à notre appel, à notre invitation. Merci à vous. Alors ce soir, nous parlerons, le thème de l'émission, c'est une actualité brûlante. Une actualité brûlante parce que depuis juin 2002 ou avril 2002, il se passe des choses qui sont quand même... 2022. Pas 2002. 2022, sorry, je me rajeunis, merci pour la précision. Depuis juin 2022, il se passe des choses extrêmement importantes qui auront une répercussion sur votre mode de vie. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité traiter un certain nombre de questions. Alors, on va commencer avec Maître Tripet. Je rappelle qu'il est le vice-président de la Chambre des notaires de la Martinique et de la Guyane. Nous allons aborder une question que les experts veulent bien lui poser. Donc, François Rosenbach, je vous laisse la primeur, le soin de lui poser cette question. Une question. On va parler surtout de ce qui est passé récemment, c'est-à-dire du GIP, ce qu'on appelle le groupe d'intérêt public. Donc, c'est pour, on va dire, l'amélioration du dispositif de la loi Etchimi qui a été qui est sorti en 2018. C'est exactement cela. D'accord. Donc, avant toute chose, il faudra revenir sur la loi Etchimi, ce que c'est déjà. Donc, c'est un dispositif qui permet d'alléger un peu la sortie d'indivision. Exactement, et partant du constat de la difficulté de régler les indivisions à la Martinique, on le voit chaque jour avec toutes ces maisons qui pourrissent à droite à gauche, et dans le cadre de la collectivité territoriale, il est permis d'adapter la loi, il est permis d'adapter nos lois. Donc, une loi a été mise en place sous l'impulsion du député de l'époque, Serge Letchimy, la loi facilitant la sortie de l'indivision, donc qui date de décembre 2018. Et cette loi permet donc, je vais faire globalement, cette loi permet donc globalement de régler les problèmes d'indivision, donc de partager notamment ou de vendre des biens indivis à la majorité des droits et des indivisaires. On s'est rapidement rendu compte que le problème, bon, c'est un problème celui-ci, mais qu'il y a un problème plus grave à la Martinique, qui était le problème du titrement, des gens qui ne disposent pas de titre. Alors, soit ils disposent pas de titre, soit les titres sont tellement anciens qu'il est difficile de régler les successions, parce qu'on ne retrouve pas les héritages. Quand vous dites titrement, on parle de titre de propriété. Titre de propriété, voilà. Parce que pour pouvoir appliquer la loi Letchimy, donc pour pouvoir partager ou vendre le bien, il faut bien que les gens soient propriétaires. Or, la plupart du temps, ils ne le sont pas. Ou absence de titre, ou titre tellement ancien qu'il est impossible de régler les successions, parce que les héritiers vivants aujourd'hui n'ont pas connaissance des héritiers décédés. Donc c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a soumis régulièrement au président de l'exécutif, M. Letchimy, notamment depuis septembre 2021, puisqu'on a eu plusieurs réunions avec lui. On lui a fait part de cela, puisque le GIP, dont on va parler après, était déjà un petit peu... allait arriver, parce qu'il a déjà été mis en place en Corse, par exemple, ça a très bien fonctionné. Donc... le député, le président de l'exécutif, M. Letchimy, nous a écoutés et a décidé effectivement de relancer ce GIP titrement, qu'il a appelé GIP sortie de l'indivision et titrement.
dont les statuts ont été signés il y a à peu près 3 semaines, avec le représentant de l'État, celui de la collectivité, les notaires et le représentant de l'ordre des géomètres. Donc pour l'instant, on est au stade des statuts, donc signés par les deux membres que sont l'État et la collectivité, qui sont membres à 50% chacun, sont les membres, on va dire, qui apporteront les finances dans ce groupement. Et ensuite, les notaires comme les géomètres, ce sont plutôt les membres experts. Et on a aussi un troisième membre, j'ai oublié, c'est l'association des maires de Martinique, puisque dans le cadre du processus, il sera demandé à tous les maires des communes de Martinique de s'investir dans ce processus. On aura besoin d'eux, ils connaissent leurs administrés sur les communes, donc ils seront là pour attester bien souvent que telle famille est présente à tel endroit. Ça, c'est globalement un petit peu ce qui doit se mettre en place. Donc, les locaux de ce GIP ont déjà été trouvés, ça sera du côté de la route de Didier, sauf s'il y a un changement. Et puis ensuite, ça va se mettre petit à petit en place. Et le GIP aura donc pour objet de retrouver les héritiers, d'aboutir au processus de titrement qui sera fait par les notaires, parce que c'est le notaire qui fera l'acte. Ça sera principalement un acte de prescription. Donc, j'envoie des idées un peu globales, après on peut rentrer dans le détail. Et nous, notaires, on soumettra à ce GIP les pièces dont nous avons besoin pour réaliser les actes de prescription. Il y aura notamment des attestations des maires, comme je disais tout à l'heure, qui devront s'investir un petit peu. Et puis, surtout, ce dispositif-là ne peut pas fonctionner non plus sans aide financière. Parce qu'on se rend compte aussi en Martinique pourquoi les successions n'ont pas été réglées depuis des décennies. Il y avait peut-être la peur, l'appréhension parfois d'aller chez le notaire, mais surtout des problèmes, les gens ne voulaient pas payer. Quand on a toujours peur du notaire, les anciennes générations avaient peur, le notaire ça coûte cher, etc. Même si aujourd'hui tout ça évolue et les jeunes viennent plus souvent dans les études réglées les successions, il y a ce côté financier, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Donc à côté du GIP titrement, il y a des partenaires comme la CAF par exemple, la DIL, etc. Surtout la CAF qui interviendra financièrement pour aider les familles. Alors les conditions, je ne les ai pas encore, je pense qu'il y aura quand même un seuil de revenus, ça va dépendre de tout ça, mais il y aura aussi des aides financières. Donc il faudra que les gens se rapprochent de ce GIP titrement, etc., pour lancer les procédures. Et comme je le dis toujours, et je le dis encore aujourd'hui à l'antenne, tous ces dispositifs dépendent de la volonté des gens. D'accord. Alors, avant de revenir au GIP, vraiment, proprement dit, donc, je reste toujours la loi Letchimy. Est-ce que elle a une durée, cette loi, il me semble, de 10 ans. Ouais. Alors, elle a été votée pour 10 ans, exactement. 10 ans. Donc, 2018, 2028, elle est terminée normalement. Est-ce que, par rapport au GIP, il y aura une modification ou... On a déjà évoqué cette question avec le président de l'exécutif, où bien entendu, c'est pas il nous reste 6 ans de la loi Letchimy. C'est pas en 6 ans qu'on va titrer tout ce qui n'a pas été fait depuis des décennies. Donc effectivement, il y aura des demandes de prorogation de cette loi. L'État, à mon avis, y sera favorable. Et n'oublions pas non plus un point qui avait été voté en même temps que la loi Letchimy, qui est un point fiscal très important, c'est que pendant ces 10 années, donc jusqu'en 2028 en Martinique, il n'y a plus de droit de partage à payer, ce qui allège considérablement les frais de partage. La taxe de 2,5% perçue sur la valeur des biens n'existe plus. C'est ce qui nous a permis, et je l'ai dit d'ailleurs au président de l'exécutif, de régulariser finalement beaucoup plus de partage qu'avant. Parce que quand vous indiquez à des clients, moi je vois des frais qui étaient annoncés il y a 5 ans, 10 000 euros pour un partage, ça tombe aujourd'hui à 3 000 euros. Là, les gens ils sont un peu plus motivés à régulariser le partage. Donc, il y a eu des points qui ont favorisé certaines sorties d'indivision. Et ne serait-ce que parfois, même si la loi Letchimy, aujourd'hui, il n'y a eu qu'un seul dossier qui a abouti devant les tribunaux, un seul dossier, on a réussi à régler pas mal de partages rien qu'en sortant l'épée Damoclès de la loi Letchimy. C'est-à-dire qu'en disant à certains indivisaires, on va appliquer la loi Letchimy, attention, on a débuté, ils ont dit « Ah ben c'est bon, on est d'accord, finalement on va avancer ». Donc elle a eu quand même un effet positif, même si en réalité, jusqu'à présent, il n'y a qu'un dossier qui aboutit devant les tribunaux en pure loi Letchimy. D'accord. Justement, il n'y a qu'un dossier, vous dites, depuis 4 ans, c'est ça? C'est cela. 4 ans. Et tout à l'heure, vous avez dit que c'est l'aspect financier qui était un peu le problème. Moi, de mon côté, je me dis aussi que, je sais par rapport aux notaires que j'ai entendu également, c'est le fait aussi de retrouver aussi certains indivisaires qui sont peut-être pas en Martinique, qui sont autre part, alors que la loi, il faut quand même informer tous les indivisaires. C'est un gros problème. Il faut tous les trouver. C'est ça. Il faut tous les trouver parce qu'on va tous les solliciter, savoir s'ils sont d'accord. Et ceux qui ne sont pas d'accord, il y a toute la procédure qui va se mettre en place avec signification de projet. Qui dit signification par huissier dit frais. Oui. C'est-à-dire que ceux qui veulent aussi engager la loi Letchimy,
c'est c'est ces personnes-là qui vont supporter les C'est frais. ça. Donc il faut bien qu'elles soient conscientes, quand elles engagent un dossier de loi Etchimi, qu'elles vont devoir payer. S'il y a beaucoup d'indivisaires, il y en a tant qui sont réfractaires ou qui ne répondent pas, c'est autant de significations, par exemple, par l'huissier. C'est l'avocat qu'il faudra payer pour effectuer la saisine du juge. Donc il y a effectivement, comme vous le dites, il y a tous ces frais-là aussi à prendre en compte. D'accord. Et puis surtout, un autre point qu'on a nous levé ces derniers temps, qui est un point purement juridique, dans une succession, c'est l'acceptation de la succession. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contraindre un héritier ou à vendre ou à partager si on ne sait pas d'abord s'il a accepté ou pas la succession. Donc on sait que dans les dossiers, on aura aussi toute une procédure d'acceptation de succession à mettre en place avant même de pouvoir engager. Donc recherche de titre, recherche d'héritier, acceptation de succession, voilà tout un tas de préalables à l'application de la loi Letchimy. D'accord. Donc les choses ne sont pas aussi simples qu'on veut bien le croire. On a voulu faire passer la loi Letchimy pour quelque chose de simple. C'est C'est une loi qui est novatrice, c'est révolutionnaire. Permettre à une majorité de vendre un bien ou de partager, c'est révolutionnaire. Mais derrière, il y a quand même plein de règles juridiques à respecter avant de pouvoir y arriver. Si, on reste toujours dans le cadre de la loi nationale, entre guillemets, française, sauf qu'on a une adaptation. C'est une adaptation. Juste pour C'est exactement ça. À la Martinique, pour les Outre-mer, je veux dire. Voilà, c'est bien ça, c'est une loi d'adaptation. C'est ça. Alors, une précision pour nos téléspectateurs, il s'agit bien d'indivisions de plus de 10 ans, c'est ça? C'est pour les indivisions de plus de 10 ans. D'accord. Exactement. Là aussi, il y avait une question qui revient de temps en temps, de savoir si on ne pouvait pas essayer de faire en sorte que cette loi soit applicable pour des indivisions un peu plus récentes, par exemple plus de 5 ans. D'accord. Et plus de 10 ans, déjà, il y en a beaucoup à faire. Il y a D'accord. déjà beaucoup de travail. Très bien. Et vous parliez, maître, de prescription. Bon, on n'a pas de titre, d'accord? Donc on peut acquérir la propriété par prescription. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de renseignements sur ça? Parce que moi, je fais une confusion dans mon esprit entre l'usucapion, ce que me reprochent souvent des experts, et puis la prescription trentenaire. Usucapion, prescription trentenaire, prescription acquisitive, Même chose. même bagaille quand vous D'accord, dites. même bagaille. C'est la même chose. Donc, c'est simplement la prescription, ça va être un acte. C'est pas un titre de propriété. Ça, faut bien le savoir. On va le faire un peu passer comme ça, mais c'est pas un titre. C'est un acte qui va constater qu'une personne se comporte comme le véritable propriétaire d'un bien de manière continue. On parle de 30 ans, mais 30 ans continue. Oui, Je n'ai pas continue, occupé le bien ouais. 10 ans, fait une carrière de 30 ans en métropole, et puis je reviens et je poursuis. C'est continu, c'est non équivoque. Non équivoque, ça signifie qu'aux yeux des voisins, quand vous allez sur le terrain, vous allez voir le voisin, c'est à qui cette maison, il vous dit bien que c'est la personne pour qui vous voulez prescrire. S'il vous dit que ça commence à partir, il a piqué la maison d'un tel, non, là il y a un problème. Donc il faut que ce soit paisible. Donc paisible, c'est qu'il n'y ait pas de conflit. On en parlait tout à l'heure avant l'émission avec M. Carteret. Il ne faut pas qu'il y ait de procédure judiciaire. Si vous avez une procédure judiciaire en revendication de propriété ou autre chose, ça stoppe la prescription. Donc il faut que toutes ces conditions soient réunies. Alors, on fait appel souvent à des témoins. Ça, les gens retiennent bien qu'il faut 2 témoins. Comme je leur dis, moi, je peux trouver 2 témoins qui me disent que je suis le fils de Mme Bettencourt. Je sais Tout à fait. Donc il faut 2 témoins. Voire plus, hein, c'est un minimum, des témoins qui sont là pour attester qu'ils connaissent la personne et qui sont bien informés qu'elle occupe le terrain depuis des tas d'années. Alors des témoins, je dis souvent, il ne faut pas prendre des témoins qui ont 25 ans. Hein. Il faut prendre des personnes âgées, parce qu'on a vu malheureusement quelques scandales avec des prescriptions établies avec des témoins qui ne pouvaient pas connaître la personne au nom de laquelle on faisait une prescription. Donc une fois que tous les éléments sont réunis, on peut établir cet acte de prescription. On a souvent recours d'ailleurs à un géomètre expert pour venir borner la partie qui est occupée, ce qui évite les conflits, parce que le géomètre expert est là pour faire un bornage amiable, constater l'occupation. Il voit tout de suite s'il y a un conflit. Hein. Quand il arrive, s'il est obligé de repartir tout de suite, c'est que ça s'est mal passé pour lui. Je tiens à rajouter, normalement la prescription, c'est uniquement une revendication de l'occupation. Exact. On ne revendique pas, entre guillemets, un terrain boisé qu'on n'exploite pas. Tout à fait. On ne peut revendiquer que ce qui est occupé. D'accord. Alors donc, comme pour reprendre, c'est une occupation paisible, continue, apparente et non équivoque. Donc, dans le paisible, c'est le conflit avec les voisins, mais c'est aussi, je dirais, il ne faut pas que le bien ait été forcé. C'est-à-dire que si on est rentré par infraction en détruisant le portail ou le bien pour rentrer, et puis après qu'on a occupé pendant c'est pas la même temps, chose, c'est pas pareil. S'il y a eu effraction à l'origine pour pouvoir rentrer dans le bien, la revendication ne rentre pas non plus. D'accord. Oui, c'est exactement cela. Donc si toutes ces conditions-là sont bien réunies, on dresse cet acte de prescription et derrière, il y a des formalités de publicité qui s'en suivent.
Il y a une publicité qui est faite à la mairie et une publicité qui est faite sur le site internet de la préfecture. Passer un délai de 5 ans, puisque ça c'est un avantage que l'on a aussi. Passer un délai de 5 ans après ces deux formalités, s'il n'y a pas eu de contestation, donc la contestation c'est une action en revendication de propriété, c'est quelqu'un d'autre qui dit c'est pas la propriété de telle personne, je revendique. Passer le délai de 5 ans, on peut considérer à partir de ce moment-là que ça devient un véritable titre de propriété. D'accord. Donc c'est un avantage très important parce que par le passé, quand on dressait des prescriptions, elles étaient attaquables pendant 30 ans. Donc là, 5 ans, ça passe très rapidement et ça permet effectivement d'avoir quelque chose de bien plus solide. Et effectivement, comme disait M. Carteret, la prescription, on ne va pas le faire sur quelqu'un qui revendique 6 hectares de terrain parce qu'il a 3 cabris sur le terrain, et qu'il les promène régulièrement. Voilà. Moi, je sais qu'en général, les cas de prescription que je régularise le plus souvent, ce sont le cas d'un couple qui a construit une maison dans les années 50, 60, 70. Il a toujours vécu dans cette maison. Parfois même, il a la chance d'avoir le permis de construire. Les enfants sont nés dans cette maison. Tout le monde a été éduqué ici. Personne n'a rien contesté. Ils ont même parfois clôturé leur terrain. Donc, c'est vraiment des cas d'école. Ils sont là paisiblement. Il n'y a pas d'équivoque, il n'y a rien. Donc, tout est parfait. Donc, c'est ce genre de cas-là, on l'a régulièrement. Et parfois, parce qu'on reproche parfois de faire ça, certaines associations reprochent que l'on fasse ça sur des terrains indivis. On a le droit de le faire sur des terrains indivis. En plus, souvent, quand il n'y a pas de titre de propriété du tout. C'est ça. Et même si le titre de propriété était ancien, il existe, il est de 1890, rien n'empêche de constater la prescription dont se prévaut une personne sur un terrain qui est en indivision. Rien ne l'interdit. D'accord. Alors, lorsque moi j'ai suivi mes cours à l'université, au conservatoire, j'avais une petite nuance dans la tête entre le propriétaire qui habite le même département que le bien, et on me parlait de titres, mais enfin pas forcément le titre qui émane du véritable propriétaire, on parlait de prescription abrégée avec un délai de 5 ou 10 ans. Ça a été aboli, ça. Tout ça c'est aboli. Ça a été aboli. Je suis de la vieille école. Que les délais, effectivement, selon la présence du propriétaire en titre, s'il était présent dans le département du bien immobilier ou dans une autre juridiction, de réduit à 10 ans ou à 20 ans, ont été abrogés. La seule réduction du délai de prescription qui court encore, qui est réduite à 10 ans, c'est si en fait la personne qui se considère comme l'occupant, mais a acheté à la personne qu'elle croyait être propriétaire. Donc elle bénéficie de ce qu'on appelle le juste titre. Le juste titre, exactement. Et là, ça réduit effectivement sa possession à 10 ans. C'est la seule réduction. Sinon, on reste sur une Donc la grosse différence, que d'un côté il y a un titre, de l'autre côté il n'y en a pas. Voilà, il y a un titre qui est le juste titre. On croyait acheter au véritable propriétaire qui n'était en fait pas le vrai propriétaire. Donc là, on a le juste titre. Enfin, c'est exact. Et sinon, c'est la prescription trentenaire. Et c'est 30 ans. Vous avez des exemples de cette prescription abrégée ou... La prescription abrégée, le juste titre, il va parfois être défini par les juges. Parce qu'il n'y a pas une définition précise du juste titre. Donc ça peut parfois être quelqu'un qui dispose, qui hérite. Il a hérité par testament. Quelqu'un dit par testament, je laisse ma propriété à tel endroit, à telle personne. La personne hérite, elle prend possession du terrain. Elle se pense propriétaire, comme disait M. Carteret, en vertu d'un juste titre, c'est-à-dire d'un legs que lui a fait une personne. Ça peut parfois s'analyser ça en juste titre. C'est un exemple, c'est un des exemples. D'accord. En tout cas, merci pour ces précisions, qui sont extrêmement précieuses. Ça, c'est vrai. Ouais. Très précieux. Une question Une question, monsieur l'expert? Alors, bon, je serais un peu, on va dire pas un peu taquin, mais je reprends en fait plus ou moins ce qui se dit un peu en discutant avec les gens, qu'il y a une certaine réticence des notaires de mettre en place la loi, la fameuse loi Letchimy, de sortie d'indivision, parce qu'il y a quand même une réalité économique aussi. Le notaire, il sera amené à faire un acte où il ne sait pas sur une sortie ou non, ou sur lequel il ne sera pas rémunéré. Est-ce que dans les faits, on a voulu la loi a été appliquée qu'une seule fois, on est allé au bout qu'une seule fois. Il y a même un autre confrère qui était presque au bout, et le tribunal s'est déclaré incompétent. Il a même baissé les bras parce qu'il a dit tout ce travail pendant des mois pour que le tribunal se déclare incompétent. Il n'y a pas de réticence. D'accord. Il n'y a pas de réticence parce que je ne connais pas un notaire qui n'a pas envie de régulariser des actes de propriété. Quand on régularise des actes de propriété, derrière, c'est des biens qui sont remis sur le marché, qui peuvent faire l'objet de ventes, de donations, on peut les hypothéquer, etc. Maintenant, les problèmes sont ceux que j'ai cités tout à l'heure. C'est-à-dire que bien souvent, il n'y a pas de titre, donc on ne peut pas le faire. Bien souvent, il y a
3-4 générations de succession. Ouais, Qui sont les héritiers, on les trouve pas. Donc c'est ce qu'on a expliqué. Hein. Donc c'est pas. Par contre, maintenant avec le JIP titrement qui se met en place, il n'y a pas d'excuse si on veut à avoir. Il faudra y aller. Il faudra que tous mes confrères de Martinique se lancent dans les prescriptions. Parce que par contre, là, les prescriptions, c'est vrai qu'il y a des notaires qui sont un petit peu réticents. Parce que c'est une forme de responsabilité quand on fait une prescription. Oui. On analyse et c'est le notaire sur soi qui regarde le dossier. Et puis il faut maîtriser ces questions-là. Moi, j'ai des gens, ils arrivent, je fais une prescription, je regarde la tête de la personne, je lui dis t'as 45 ans. T'as 45 ans. Tu te moques de moi. Tu as construit ton bien à quel âge? Donc on le voit en fonction des personnes qui veulent venir faire une... Et puis il suffit de poser une question. Moi, je me souviens d'une petite anecdote rapide comme ça. D'un client qui rentre dans mon bureau pour une prescription, il s'installe. Je veux un trentenaire, parce que souvent c'est je veux un trentenaire. Oui, c'est un trentenaire. T'aimes bien ça? Je veux un trentenaire, d'accord. À qui vous avez versé un loyer là? Et là, direct, je payais un loyer à telle personne. Au revoir monsieur. Je crois qu'on a fini. Et je me souviens, ma secrétaire me dit qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, je lui dis voilà, j'ai posé la question qui tue en matière de prescription. À qui vous versez un loyer? La personne me répond j'ai payé un loyer pendant des années à telle personne. C'est fini. Vous ne vous êtes pas comporté comme un propriétaire. Bien sûr. Vous êtes comporté comme un locataire. Vous avez payé un loyer. Donc pour en revenir à ça, effectivement, les prescriptions, on n'aura pas le choix parce que le GIP titrement, on va titrer les gens avec des prescriptions. Donc les notaires vont prendre un engagement avec ce GIP, c'est-à-dire que nous, on va remettre au GIP toute une liste d'éléments dont on a besoin. Le JIP va constituer le dossier avec ses experts. Il fera des appels d'offres d'ailleurs, pour que ça soit expert, pour géomètre, etc. Ce sera des appels d'offres. Et quand le dossier va nous revenir, pas possible de voir un notaire qui dit je signe pas. Ouais. C'est nous qui serons à l'origine de ce qu'on aura besoin et on va nous le servir sur un plateau. Donc on n'aura plus qu'à faire le travail. Donc il faudra le faire. Voilà. On a des espoirs sur l'aide financière. J'ai pas encore aucun élément. Non, j'ai pas d'éléments là-dessus pour le moment. D'accord. Excuse-moi, j'ai quand même quelque chose par rapport à la prescription. Normalement, la prescription, on peut la faire dans la continuité de notre aïeul. Donc on peut cumuler les prescriptions. La durée de ce prescrit. Exactement. Mon père a construit une maison, il habitait 25 ans. Moi, derrière, je prends la suite. Je poursuis la prescription pour cumuler les 30 ans. Exactement. Ça, c'est aussi c'est une bonne remarque parce que... Et d'ailleurs, on le met en place de temps en temps, ça. Hein. C'était pour reprendre par rapport à une personne de 45 ans, elle peut venir si elle continue. Souvent, je leur dis, vous continuez, on se reverra dans 20 ans, mais je ne serai plus notaire, sans doute. Voilà. D'accord. Oui. Monsieur Carton est intervenu, donc dans le GIP, il y a aussi les géomètres experts qui font partie du GIP, il me semble. Oui, quel est votre rôle dans ce GIP? Le rôle avec le notaire, alors moi j'étais pas dans la oui, je dis votre rôle, je parle des géomètres, mais pas vous personnellement. Le rôle au niveau des géomètres experts, de toute manière, ce seront les techniciens qui vont intervenir sur le site pour constater ces occupations. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des titrements qui vont être recherchés, des analyses sur la localisation de ces vieux titres. Maintenant, c'est la continuité des occupations aujourd'hui, c'est-à-dire que il va falloir aller sur ces terrains supposés par rapport à l'analyse de ces titres, voir s'il y a des occupations effectives, voir à quoi ils correspondent, si les personnes qui occupent sont bien celles qui sont des ayants droit de la famille ou autres. Il y a une correspondance entre la description dans les actes et la réalité sur le terrain, si les personnes effectivement présentes, si le terrain est occupé, s'il n'est pas occupé, on sera le technicien qui va se présenter sur le terrain pour aller constater les occupations, le mesurer et les délimiter, puisque le rôle quand même du géomètre expert, ça sera de fixer les limites de propriété. Donc on va faire le plan de bornage, le plan de délimitation ou de reconnaissance de limites pour que le notaire annexe ce document dans la publication de l'acte. Ça fera partie des pièces que l'on va mettre dans la liste des documents dont on aura besoin. D'accord. Le PV de bornage, reconnaissance des limites de la partie concernée par le titrement. D'accord. Alors je vous rappelle que vous avez la possibilité d'appeler en direct pour poser vos questions, parce que cette émission est faite pour vous. Et que si d'aventure, parmi nos experts qui sont sur le plateau, il y a des questions qui ne vous paraissent pas claires, vous pouvez très bien dire éventuellement, j'ai pas compris qu'on ait dit telle ou telle chose, et que vous souhaitez une explication supplémentaire. Autre
Intervention, monsieur l'expert. Alors, ma question, c'est au niveau de ce qu'on appelle dents creuses. Il faut un peu l'explication un peu pour les téléspectateurs, ce que c'est qu'une dent creuse exactement. Les dents creuses, c'est ce que vous voyez quand vous vous promenez dans les différents bourgs des communes de Martinique. Hein. Ouais. C'est dès que vous voyez un terrain qui est nu, alors, parfois on a la chance d'avoir pu démolir parce que c'était tellement dans un état désastreux qu'il y a eu des arrêtés d'insalubrité, etc. et la mairie a eu le droit de raser. Ou bien, donc c'est ce qu'on appelle les dents creuses, hein, pas de titre de propriété, ça reste là. Ou bien encore des maisons qui sont totalement à l'abandon. Et le but justement, et c'était déjà le but de la loi Letchimy, mais le but de la loi Letchimy, c'était de pouvoir régler et de vendre ces biens. Donc quand il n'y avait pas de titre, maintenant le GIP va permettre de reconstituer le titre et d'aboutir à la vente de ces biens pour que justement on évite ce phénomène de dents creuses de blocage. Et que même quand ce sont par exemple des organismes publics, j'oublie le nom de l'organisme public qui achète Ils ont fait un truc sur le foncier, un organisme foncier, un truc comme ça. L'établissement public. L'établissement public. L'EPF. Ouais. L'établissement public foncier puisse acheter, il faut qu'il y ait un titre. Alors déjà, ils travaillent beaucoup et ils rachètent quelques maisons comme ça à l'abandon ou des terrains. Dès qu'il y a un titre, c'est possible, ils le font. Mais quand il n'y a pas de titre, ça va permettre d'aboutir à la vente à l'établissement public foncier pour pouvoir réaliser des projets. D'accord. Une question ? Non, après, je sais que les gens font. Alors, c'est vrai que la prescription trentenaire, c'est vrai que c'est un bel outil, mais c'est un outil quand même qu'il faut manier avec une certaine prudence. C'est sûr que le notaire le manie avec une certaine prudence, je ne dis pas le contraire. Mais c'est vrai que au niveau de la population, ils ont quand même une crainte justement de perdre la propriété par ce biais-là. Non, c'est pour ça qu'il faut être très. C'est ce que je dis à tous les clients qui viennent me demander. Moi, je fais 2 journées par mois que des gens qui ont pas de titre. D'accord. Et je leur explique à chaque fois que c'est un acte qu'on manie avec prudence. Quand ils viennent me voir pour un terrain nu, c'est non. D'office, c'est non. Pour moi, non. Un terrain nu, on ne le fait pas. Mais mon exemple, qui est le cas le plus flagrant tout à l'heure, de gens qui ont construit leur maison, qui ont toujours vécu là, qui ont eu leurs enfants, etc., ça, il n'y a pas de risque même pour d'autres personnes de la famille, puisque la maison, elle est là. Puis on ne va pas prendre autour de la maison, on ne va pas prendre 5000 m². Oui. En général, on reste dans une superficie tout à fait raisonnable, qui même ne laisse même pas de place pour construire une autre maison. Donc c'est difficilement contestable par les autres membres de la famille. Il y a même des moments où je peux être amené à faire intervenir comme témoin des propres personnes de la famille pour m'assurer que plus tard elles ne vont pas contester parce qu'elles ont été témoins pour constater que leur frère ou leur sœur a toujours habité là. Il y a pas longtemps, j'ai eu un terrain sur le François, il y a 8 maisons sur le terrain. Il y a 8 maisons, 8 frères et sœurs, tout le monde a construit sa maison. Il n'y a plus de place pour faire une maison. Hein. Et en plus, je suis allé sur place, je n'y vais pas souvent, mais là je suis allé sur place. Je leur ai dit, je vais vous résoudre ça. Vous êtes tous des personnes vous avez tous entre 65 et 85 ans. Vous avez tous vécu là toute votre vie, vous avez vos maisons. J'ai fait 8 prescriptions. 8 titres de propriété, c'est parti, parce qu'il n'y avait pas de titre à l'origine, donc impossible de régler quoi que ce soit. Et je suis persuadé qu'il n'y aura jamais une seule contestation sur ce genre de dossier. Donc quand on peut redonner un titre comme ça, et puis, pour en venir aussi, tout à l'heure on parlait de coûts, l'acte de prescription trentenaire, c'est un acte très peu cher. Très peu cher. Vous prenez, alors on fait estimer les biens chaque fois dans chaque dossier, mais vous prenez un bien qui vaut 100 000 €, l'acte de prescription trentenaire va coûter 2 500 €. Pour 2 500 €, vous trouvez un titre de propriété qui vous permet de transmettre le bien à vos enfants. Ou même de faire un prêt travaux avec hypothèque pour améliorer le bâti. Donc les gens, il ne faut pas qu'ils aient de l'appréhension du coût chez le notaire. De toute façon, je leur explique ça partout sur les ondes, c'est rendez-vous chez le notaire. La plupart du temps, les consultations sont gratuites chez le notaire. Rendez-vous et demandez un conseil. Rien ne vous oblige après. Moi, les gens, je leur donne conseil. J'essaie de leur dire très vite quel type d'acte on rédige, combien ça coûte. Après, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont libres. Mais tant qu'ils n'ont pas de coût, on a aussi des dossiers de succession qui traînent dans des études depuis des années. Moi, j'en ai retrouvé de mes prédécesseurs. J'ai des dossiers qui ont 40 ans. Je les prends, je les analyse. Je dis aux gens, on passe la soirée ensemble, etc. On regarde. Et je leur dis, mais ça fait 40 ans, vous savez ce qu'il faut faire comme acte ? Non. On vous a dit combien ça allait coûter ? Non. Je regarde, j'avais jamais versé une provision en 40 ans. Comment voulez-vous qu'il y ait quelque chose qui se fasse ? Si on ne dit pas aux gens quel type d'acte, combien ça coûte ? C'est pas plus compliqué que ça. Et j'ai eu des dossiers où j'ai annoncé aux clients combien ça coûtait
Il y a pas longtemps, j'ai fait un dossier, 25 successions. On a mis 3 ans. Là, on est au stade du partage, mais on a déjà réglé les 25 successions. Ah oui, c'est un boulot monstrueux. Hein. Et puis, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas une activité hyper rentable pour le notaire. Mais il faut le faire. Et 25 successions ont été faites. Et là, on arrive au stade du partage. Et parce que les gens avaient aussi la volonté de le régler. Et puis, je leur ai proposé aussi de venir tous les 4 mois en moyenne, tous les 4 mois à 16 heures, et puis on terminait quand on terminait. Et on a réussi à avancer. Et c'est comme ça qu'il faut prendre les dossiers les plus anciens. Les plus anciens. Les plus anciens. Et on cherche des solutions pour aboutir au titrement. C'est le plus important, c'est le titrement. D'accord. Je reviens sur l'aspect financier. Vous l'aviez déjà dit, mais je souhaiterais que ce soit répété. Le droit de partage, c'est quoi ça? C'est une taxe. Quand vous avez un acte de partage, oui. Les frais du partage, vous avez les émoluments du notaire qui sont tarifés, hein, et surtout, je le dis aussi à l'antenne, les émoluments d'un notaire sont les mêmes chez tous les notaires. D'accord. Ça, que vous alliez n'importe où, c'est le même, on a un tarif, on doit le respecter. Donc vous avez des émoluments du notaire et vous avez des taxes. Vous avez un salaire pour le conservateur des hypothèques, ce qui est assez modique, mais vous avez surtout le droit de partage, qui était de 2,5% et qui est désormais réduit à 0 en Martinique. Donc s'il vous plaît, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les frais dans un partage, par rapport à ce qu'on a annoncé avant, ils sont aujourd'hui réduits de plus de moitié, puisqu'on enlève cette taxe de 2,5%. D'accord. Donc ça lève aussi des blocages financiers dans bon nombre de dossiers. Bien, d'accord. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire une prescription et un jour le propriétaire, le véritable entre guillemets propriétaire vient me dire c'est moi le propriétaire et c'est pas lui? Non, ça m'est jamais arrivé. Pourtant j'en ai fait. D'accord. J'en ai des prescriptions, je pense en avoir fait plus de 100 facilement. Ouais. J'ai jamais eu parce qu'effectivement je prends énormément de précautions. D'accord. Énormément de précautions pour éviter ça. On a vu quelques scandales qui ont éclaté de prescriptions en Martinique sur des grandes parcelles ou de gens qui n'étaient pas propriétaires. Non, il faut le faire et je touche du bois. J'ai jamais eu aucun recours contre une prescription. Parce que je ne peux pas non plus de faire n'importe quelle prescription. Justement, la question c'était est-ce que tous les notaires font des prescriptions? Est-ce qu'il y en a qui refusent? Est-ce qu'il y en a qui refusent souvent? Ils peuvent tous faire des prescriptions. Oui, c'est un acte comme un autre. C'est comme ils peuvent tous faire des ventes. Il y a des notaires qui sont plus réticents à faire ce type d'acte. Ouais, ils ont peur je pense que ils ont peur d'engager leur responsabilité. Ouais. Et voilà. Mais ils pourront pas y échapper avec le GIP titrement parce qu'il faudra que tous les notaires, et je l'ai déjà dit à l'ensemble des confrères de Martinique, il faut y aller, on a un rôle à jouer. Cette génération de notaires, en plus actuellement, elle est extrêmement jeune. Aujourd'hui, on a plus de la moitié des notaires de Martinique sont des notaires nommés depuis 2018. Ouais, c'est ça. Depuis 2018. J'ai été propulsé 5e plus vieux notaire de la Martinique en 2017. Donc, voilà, c'est gentil. Mais il va falloir que tout le monde s'y mette. On a un rôle à jouer. Le notaire a un rôle à jouer. C'est un officier public chargé d'une mission de service public et il a un rôle à jouer pour la population. Et il faut le jouer pleinement. Oui, en ce moment, c'est pas évident pour les notaires. Bon, je travaille avec des notaires souvent et ils ont souvent, entre guillemets, critiqué parce que pour la lenteur des travaux, pour la lenteur des documents, je me les pieds dans le plat, c'est pas grave. Non, il faut, mais on a toujours tendance à dire que c'est long. Alors l'avantage, quand des gens viennent pour une prescription, on leur dit quand même, vous avez déjà attendu 30 ans avant de pouvoir prescrire, on peut attendre un petit peu. Non, mais on a tendance à dire que c'est long. Mais ça, c'est une question, le notaire, c'est un officier public, mais c'est aussi un chef d'entreprise. Oui. Un chef d'entreprise, il a des salariés, il faut que son entreprise, elle fonctionne. Donc, il faut qu'il y a certains dossiers, il faut les traiter plus rapidement. Et encore, même là, les clients se plaignent toujours. Hein. Ils sont d'accord pour attendre 5 mois une offre de prêt, mais quand l'offre de prêt elle est rendue, il faut que le notaire il signe la vente dans les 48 heures. Et les gens ignorent aussi quel est le travail du notaire, même dans une vente immobilière. Dans une vente immobilière, nous, on contacte l'administration fiscale pour avoir des renseignements hypothécaires qui périment, donc parfois il faut les renouveler. On contacte des mairies pour avoir des renseignements d'urbanisme ou purger des droits de préemption. On a des mairies, je vais vous dire, on fait une vente avec telle commune, je sais que dans 3 semaines j'ai tous les éléments. Je fais une vente avec telle commune, je sais qu'ils vont jamais me répondre à mon certificat d'urbanisme. On a des ventes avec des syndics. Donc les syndics, on les relance, etc. Bon, quand on les relance, on arrive à avoir des réponses. Mais moi, parfois, je dis aux clients, c'est le notaire, on est des relanceurs publics. Moi, je passe la journée à dire à mes collaboratrices, relancer telle banque, relancer telle mairie, relancer un tel. Donc on relance énormément. Donc c'est pour ça,
qu'il y a des dossiers qui traînent, mais les dossiers dont on parle et qui traînent le plus, c'est effectivement les successions. Et parfois, ça traîne. De la faute du notaire, on va dire que ça peut un petit peu traîner, il faut être honnête, ça peut un petit peu traîner parce qu'il va peut-être privilégier parfois un autre dossier, donc ça, c'est humain. Mais bien souvent, c'est pas de sa faute. C'est parce qu'il demande des éléments à des clients qui ramènent pas les éléments. On annonce des taxes à des clients qui versent pas les frais. Moi, j'ai pris une habitude, c'est que quand je reçois les clients, je veux leur dire rapidement quel type d'acte il faut rédiger, combien ça coûte, comme je disais tout à l'heure. Et je leur remets un document. Ce qui fait que parfois, quand ils reviennent, 5 ans après, 6 ans après, ils reviennent. Moi, j'ouvre mon dossier, j'ai ma note d'il y a 5 ans avant. Et je leur dis, regardez, il y a 5 ans, c'est vu, telle date. Alors, les frais, vous les avez versés, on va regarder tout de suite. Ah ben non, vous n'avez rien versé, donc pourquoi vous revenez me voir? Puisque vous savez à quel stade on en est. Vous savez qu'il faut verser les frais pour qu'on puisse avancer et signer. Donc c'est bien souvent pour ça que des dossiers traînent. Et j'ai eu un exemple pas plus tard que lundi, quelqu'un qui a acheté un bien en 2008, il a payé le prix de vente à une personne, il a ouvert un dossier à l'étude, il revient en 2022 pour faire l'acte. 14 ans après. Il me dit ouais, j'ai pris le temps. Non, il me dit j'ai payé en direct le propriétaire, ce qu'il faut surtout pas faire. J'ai payé pendant 10 ans, j'ai payé régulièrement de temps en temps. Là maintenant j'ai fini de payer, je viens faire l'acte. 14 ans après. Donc 14 ans après, on peut parfois avoir le problème du vendeur qui est mort, par exemple. C'est ça. Donc souvent, parfois je dis alors le vendeur, ah non mais il est mort. Ah, je dis mais alors comment on fait pour faire l'acte maintenant? Il faut faire la succession. Ah ouais, mais je ne sais pas si ses enfants vont être d'accord pour me vendre. Ouais, donc il a payé. Donc on retombe dans des systèmes, dans des cas extrêmement particuliers. Donc moi je dirais plutôt que quand le dossier ne traîne pas, à partir du moment où il est complet et où les gens payent les frais qu'on leur demande. Là, il n'y a aucune raison pour que ça traîne. Là, si ça traîne, là, c'est pas normal. Et là, c'est de la faute du notaire. On va reconnaître, c'est de la faute du notaire. Si le client a tout donné, si le dossier est complet, si c'est payé, c'est pas possible, ça traîne. C'est pas possible, ça doit être régularisé. Il faut faire les actes, il faut convoquer les clients, il faut régulariser les actes. Mais on a toujours cette truc, les notaires. Alors là, c'est les notaires, un coup, ils veulent pas appliquer la loi Letchimy, donc c'est bien, ça arrange certains de dire que c'est les notaires qui veulent pas appliquer la loi Letchimy. Les notaires, ils avancent pas dans les successions, etc. J'ai jamais vu de notaires qui ne travaillaient pas. Mais c'est très bien. Je voulais l'entendre vous dire. C'est très bien. Donc les gens ont entendu, donc ils savent pourquoi les notaires prennent du temps parfois. J'ai trouvé que c'était une profession qui a de plus en plus... C'est pas ma fête ce soir, j'espère. Hein. Non, pas du tout. C'est la transition que je voulais faire. Je trouvais que c'est une profession qui est de plus en plus... On vous demande beaucoup de choses, de faire beaucoup de contrôles, de vérifier beaucoup de choses. On nous met des tâches supplémentaires régulièrement. L'État nous met des tâches supplémentaires. Et comme c'est l'État en plus qui fixe la rémunération des notaires, dont on pense qu'ils sont tous riches, qui gagnent bien leur vie, etc. Bon, c'est pas une profession où on ne gagne pas sa vie. Hein. Bien sûr. Mais on nous confie des tâches. Par exemple, je vais citer des dernières tâches qu'on nous a confiées. Le dépôt de la convention de divorce. Divorce amiable par consentement mutuel quand tout le monde est d'accord. Donc quand tout le monde est d'accord, les parties doivent prendre chacun un avocat. Ils ne peuvent pas prendre le même, donc chacun un avocat. Ils sont d'accord sur tout, mais chacun un avocat. L'avocat fait une convention et le divorce, il est entre guillemets prononcé par le notaire qui va déposer cette convention au rang de 5 minutes pour 45 €. Donc voilà un acte que le notaire doit faire, que l'État a confié. Un autre acte qu'on nous a confié aussi depuis 2 ans, je crois, la reconnaissance de possession d'état d'enfants naturels, les enfants pas reconnus. Et ça, je sais que ça intéresse énormément nos téléspectateurs. Hein. Avant, il fallait que les gens, papa décède, il n'a pas reconnu un enfant, 2, 3 enfants, mais cet enfant, en vérité, tout le monde sait que c'est l'enfant de monsieur. Il fallait qu'il fasse une procédure devant le tribunal avec un petit dossier, des témoins, etc. Désormais, depuis mars 2020, ce n'est plus devant le tribunal, c'est devant le notaire. Donc c'est le notaire, et là c'est une lourde responsabilité, parce que c'est le notaire qui, à l'aide de témoignages, d'éléments, qui va devoir recueillir cet acte, constatant la possession d'état d'enfant naturel. Donc donnant les mêmes droits à cet enfant naturel que les autres enfants légitimes ou les enfants naturels reconnus. Et donc désormais, ça se fait chez le notaire, en présence de différents témoins. Et voici certaines missions que l'on confie au notaire. Hein. On nous a confié il y a quelques années la plus-value immobilière, alors qu'avant les gens vendaient et après ils faisaient leur plus-value eux-mêmes et le déclaraient dans leurs impôts. On nous a confié cette responsabilité de la plus-value immobilière. Heureusement, il n'y a plus de TVA immobilière, mais on avait aussi les déclarations de TVA immobilière quand les particuliers vendaient un bien de moins de 5 ans. Donc on nous confie comme ça tout un tas de petites missions, on va dire des missions qui étaient des missions régaliennes de l'État. Oui, mais c'est toujours des missions souvent pour collecter l'impôt.
Le rôle du notaire, il y a 1000 ans, quand le notaire a été créé, c'était pour collecter les impôts pour le compte de l'État. D'accord. Tu voulais poser une question? Oui. Oui, parce que tout à l'heure, il a parlé de richesse, les notaires sont pas riches, tout ça. Mais est-ce que, justement, expliquer... Ah, j'ai pas dit qu'ils sont pas riches. Non, mais- J'ai dit bon. qu'on pense qu'ils sont. On On pense qu'ils pense sont- que voilà. dès qu'on parle de notaire. Est-ce que vous pouvez expliquer, tu les expliques, alors expliquer aux téléspectateurs ce que c'est que les frais de notaire, entre guillemets, parce que c'est un terme qu'on utilise tout le temps, mais Ben, les frais de quand notaire. on dit- c'est- quand tout on n'est dit- pas- ah, tout n'est pas pour le notaire. Là, je veux bien parler de ça, parce que Voilà. quand on parle de frais de notaire, C'est ça. exactement, c'est pas tout pour le notaire. Voilà, on est d'accord. Dans les frais de notaire, globalement, vous avez l'émolument du notaire. D'ailleurs, on ne parle pas d'honoraire, on parle d'émolument parce que c'est prévu par un tarif. Un tarif qui est revu chaque année, enfin tous les 2 ans actuellement, et qui ne, on n'est pas là pour se plaindre, hein, mais qui ne cesse de baisser depuis que M. Macron est président de la République. Donc chaque année, en janvier, on constate, on fait un acte, on dit tiens, cet acte-là, il est rémunéré 2 fois moins que la semaine dernière. 2 fois moins. Ah oui, par exemple, je vous prends quand un notaire fait un consentement d'adoption, il gagne 30 €. Quand un notaire fait désormais un PAX, il est tombé à 70 € pour faire un PAX. Le PAX coûte un peu plus cher parce qu'il y a des taxes, justement, frais de notaire, il y a les taxes. Le PAX, il va coûter 300 €, mais dedans, vous avez 125 € de droits d'enregistrement, vous avez de la TVA, vous avez plein de choses, mais l'émolument du notaire, il est à 70 €. Donc les frais de notaire, prenons l'exemple, par exemple, d'une vente, dans un acte de vente, vous avez déjà environ 6% de taxes de publicité foncière, dont 4,5% pour la collectivité territoriale. Vous avez 1,20% pour la commune du bien qui est concernée. Vous avez, sur le montant calculé de la taxe territoriale de la collectivité, vous avez 2,5% de ce montant-là qui revient à l'État. On appelle ça des frais d'assiette. Vous avez ensuite 0,10% de contribution de sécurité immobilière, ancien salaire de conservateur des hypothèques. Vous avez de la TVA. Et la différence, ce sont les émoluments du notaire, qui sont en 2 parties dans une vente. Vous avez un émolument proportionnel qui est basé sur le prix de la vente, qui est de l'ordre de 1%. Et vous avez des émoluments de formalité pour toutes les formalités que fait le notaire, que je disais tout à l'heure, de droit de préemption, les demandes au syndic, les diagnostics techniques, etc., qui sont des émoluments qui sont fixes à chaque vente. Mais les frais de notaire, c'est tout ça. Donc dans une vente où les frais, on va dire 8% par exemple, c'est une moyenne, on va avoir 1,5% qui est vraiment la partie qui revient au notaire. Et c'est un peu pareil pour les autres actes, comme les actes de succession. Et tous les actes qui ont un pourcentage, on est toujours autour de 0,75, entre 0,75 et 1,25%. D'accord. Voilà. Pour en venir au GIP, est-ce qu'il y a une date de... Non, on attend pas la mise en place et les prochaines réunions de mise en place. Là, pour l'instant, au stade où on en est, donc on a signé les statuts. L'organisation se met en place au niveau du local, du GIP. D'accord. Et moi, je dois avoir une réunion avec la responsable à la CTM du GIP pour lui soumettre la liste des éléments dont les notaires ont besoin. D'accord. Donc on doit se voir prochainement et oui, le but c'est essayer de mettre ça en place. On a une question, on va répondre. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, nous avons une question de Yves de Sainte-Anne. Alors, concernant la prescription trentenaire, Yves demande si on peut accepter le mari d'une des requérantes comme témoin. Non, il faut quand même que que ça soit quand même des gens plutôt étrangers, parce que le mari de la requérante, non. C'est un mauvais témoin. C'est pas. On peut le prendre en plus, mais si on veut, on peut le prendre en plus. Mais bon, c'est pas lui qui va nous dire le contraire de ce que celui qui veut prescrire veut entendre. Donc en général, moi, je fais toujours appel à des proches voisins. Des proches voisins qui ne sont pas de la famille, ni de famille entre eux. C'est-à-dire, je ne prends pas le couple de proches voisins. Je prends des gens vraiment pas de famille, ni avec la personne qui prescrit, et les témoins, ni de famille entre eux, des gens le plus neutre possible. D'accord. En tout cas, Yves a eu bien raison de poser cette question, parce qu'au moins, sur ce point-là, son doute est écarté. Oui. Et alors, Yves a demandé aussi éventuellement s'il y avait un recours à faire, si ça se produisait, et s'il y avait un délai de prescription. Le délai de prescription pour l'action, c'est 5 ans, on l'expliquait tout à l'heure, pour les nouvelles prescriptions, depuis 2018, c'est 5 ans, à compter de la publication à la préfecture et à la mairie. Mais la contestation, c'est une revendication de propriété. La personne qui va juste attaquer parce qu'elle estime que le témoin n'est pas bon, non. On va lui dire, vous attaquez une prescription, c'est parce que vous revendiquez la propriété. Donc on pourra y ajouter
dans cette action en demande de revendication de propriété pour faire annuler la prescription, on pourra dire aussi, on pourra toujours dire, ouais, en plus, le témoin, c'est quand même la femme de celui qui prescrit. Qui Donc, demande, mais non, ça sera une action revendication de propriété. C'est pas pour pur plaisir d'aller attaquer parce que le témoin, on trouve que c'était pas un bon témoin. D'accord. Nous avons une autre question. Yves, justement, avait une deuxième question. Il a demandé, parce qu'il y a une obligation de lire, apparemment. Une obligation de lire. D'accord. Que fait-on du témoin qui est illettré? Alors, apparemment, Yves s'est trouvé dans une situation où l'un des témoins était illettré. Il a posé la question, qu'est-ce qu'on en fait de ce témoin qui est illettré? Non, le témoin illettré. Il faut savoir quel est le handicap. L'acte de prescription, le notaire le lit. C'est le notaire qui lit l'acte, aux parties qui déclarent l'avoir compris. On ne demande pas au client de lire l'acte. Le notaire lit l'acte et le témoin confirme dans le bureau du notaire, oui, je connais la personne, je sais qu'elle était là, etc. Et on demande ensuite à la personne de signer. Là, par la signature, c'est autre chose. Les gens peuvent parfois avoir un problème de signature, ou bien ils sont atteints de cécité et on fait intervenir des témoins, ou bien ils sont atteints de Parkinson, la main est tremblante, là encore on fait intervenir des témoins. Donc il peut, quand les gens sont dans l'incapacité de signer, alors pas une incapacité mentale, une incapacité physique de signer, on peut faire intervenir des témoins. Quelqu'un d'autre, d'accord. C'est tout pour les questions. On a une autre question? Nous n'en avons pas. D'accord, très bien. Alors, avant de faire la transition avec notre géomètre expert invité, M. Carteret, qu'en est-il de cette idée de joindre les deux professions, avocat et notaire? Ça avait été émis à un moment donné. Oui, il y a très longtemps, mais ça très longtemps. Encore une fois, ça ne fera jamais. Les avocats devaient signer des actes authentiques, c'est ça? Ça ne fera jamais. Oui, il y avait une question de l'authenticité. Ils ont obtenu l'acte d'avocat qu'on appelle, mais l'authenticité reste un domaine réservé au notaire. Après, le seul rapprochement. Quand même, non? Oui, l'authenticité, c'est pour nous, c'est pas pour les avocats. C'est le bail authentique avec force exécutoire, c'est pour les notaires. C'est pas le bail d'avocat, c'est pas l'acte d'avocat. D'accord. Bon, les avocats ont obtenu quelque chose, l'acte d'avocat. Après, le rapprochement, les deux professions sont à la fois complémentaires et différentes. L'avocat, j'ose toujours dire, l'avocat, il travaille dans le contentieux. Il se nourrit du contentieux. Le notaire, il cherche l'amiable. Il ne cherche pas le contentieux. Donc, c'est ce qui nous différencie un peu. Maintenant, il y a eu entre guillemets, un rapprochement entre les deux professions, même si on est différents. Il a été donné la possibilité de créer des sociétés pluriprofessionnelles chez les notaires. C'est-à-dire une société dans laquelle on va trouver notaire, expert comptable par exemple, ou encore avocat. Bien entendu, seul le notaire pourra jouer le rôle du notaire et signer les actes. Mais il est possible de créer ces sociétés pluriprofessionnelles. Il y en a une à Fort-de-France, dans laquelle il y avait un notaire atteint par la limite d'âge, qui a décidé de s'inscrire au barreau et qui est dans la société en tant qu'avocat. Mais il ne peut plus exercer en tant que notaire. Il n'a pas le droit de signer d'acte. Il ne peut plus. Ce sont vraiment les notaires. C'est le seul rapprochement, mais après, les notaires gardent leur domaine d'activité. Vous voyez, mais je savais que notre rencontre aurait été extrêmement précieuse parce que ce sont des renseignements que nous cherchons depuis un moment. Vous vérifiez également les plans faits par des géomètres? Vous avez cette obligation de vérification? Quand un géomètre... non, on leur fait confiance. On fait quand même confiance au travail que font les géomètres. On n'est pas là pour contrôler. On a besoin d'eux, donc on leur demande de faire En général, en plus, ils nous contactent. Par exemple, dans les bornages et les prescriptions, moi, j'ai des géomètres qui m'appellent, qui me disent, voilà, j'ai constaté ça sur le terrain. Quelqu'un vient pour prescrire sur une parcelle, et puis il dépasse un peu sur le terrain du voisin. Alors, j'aime bien dire plutôt on va se contenter de rester sur le terrain qui était machin, on va pas aller prendre un petit bout au voisin, sauf si éventuellement il vient, il signe le PV. J'aime pas. Donc, les géomètres et les notaires communiquent énormément sur tous ces points-là. Après, vérifier, c'est leur métier. Je ne vais pas sur le terrain voir où M. Carteret a mis sa borne. Vous n'avez pas la responsabilité, en tout cas, de la vie. Je ne vais pas aller voir où il a mis sa borne. Très bien. Alors, M. Carteret, pourquoi vous êtes là aujourd'hui sur ce plateau? C'est parce qu'il y a un arrêt de la Cour de cassation, c'est bien ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'il dit notre arrêt de Cour de cassation? Juin 2022. Oui, juin 2022. Bon. Oui. Il y a plusieurs moyens qui sont attaqués, mais le principal qui nous intéresse, c'est celui il dit que le plan de division doit être exclusivement fait par le géomètre expert. En gros.
Le plan de division. Le plan, C'est-à-dire, on n'est enfin, pas les dans plans. la copro là. Les plans. D'accord. Dans la copo, on est dans la copo. On est dans la Le copro. plan de division doit être Donc, fait. le plan annexé le plan à l'état annexé à d'esprit l'état d'esprit de division de doit être division. fait par le géomètre expert D'accord. exclusivement. Alors, On pour peut que ce dire- soit plus clair pour nos téléspectateurs, je voudrais qu'on explique un petit peu ce que c'est que cette histoire d'état descriptif de division avant de. Si vous pouvez nous donner l'explication, ce serait très bien. L'état descriptif de division, c'est une description de la mise en copropriété d'un immeuble. Alors, soit là, dans le cas d'un état futur d'achèvement, mais là, c'est pas le géomètre expert qui prend en charge c'est l'établissement de ces plans, puisque c'est un état futur, ça n'est pas existant. Soit effectivement dans une mise en copropriété d'un bâtiment existant. Et dans ce cas de figure, effectivement, j'irais jusqu'en juin 2022, effectivement, divers professionnels pouvaient intervenir pour l'établissement. On ne parle pas de la mise en copropriété, on va dire des calculs des millièmes. Là, au niveau professionnel, ça pouvait être réparti entre les différents professionnels. Mais l'établissement des plans qui définissent chacun des lots de copropriété de la propriété, on va dire, à jouissance exclusive de chacun des propriétaires à venir dans les bâtiments. Ce constat et cet établissement des plans, effectivement, depuis l'arrêt de la Cour de cassation, décrit que seul, entre guillemets, ça rentre dans le monopole du géomètre expert, puisque maintenant on peut parler de monopole. On parle de monopole maintenant. Voilà. On a le droit d'utiliser le terme de monopole, puisque c'est la définition, on va dire, la loi de mai 46, qui constitue l'ordre des géomètres experts, où le géomètre expert est un professionnel qui, en son nom propre, exerce une profession libérale et qui a pour mission de fixer et de garantir les limites de propriété. D'accord. Alors, à caractère foncier, s'il établit des plans topographiques pour fixer, établir des plans de division, qui est le caractère foncier. Là, cette jurisprudence a considéré que, les hauts magistrats ont considéré que l'établissement de lot de copropriété, c'est une définition de propriété à caractère foncier, puisque de toute manière, même si ce n'est pas une parcelle cadastrale, c'est à l'intérieur d'une parcelle cadastrale pour la propriété, c'est une limite de lot de propriété. De propriété, d'accord. Et donc ça rentre dans la la compétence exclusive du géomètre expert. D'accord. Alors, oui. moi j'ai une question, directement. Alors, est-ce obligatoire d'établir des plans pour le DD? Est-ce que c'est obligatoire d'établir des plans? Parce qu'on peut faire l'état descriptif de division, pour moi, c'est repérer les lots, faire des lots, noter les millièmes, mais il y a l'obligation de faire des plans. C'est une garantie qui est apportée. Je veux dire, si on fait pas de plan, j'irais pour apporter les documents qui vont quand même derrière chez le notaire. Il faut identifier les biens. C'est une garantie parce que sinon c'est une ouverture à un conflit à venir dans les descriptifs des différentes reconnaissances. Le but là, c'est d'apporter la garantie aux propriétaires et aux acheteurs. C'est un document technique qui doit apporter toutes les garanties nécessaires aux futurs acheteurs des biens. Moi j'ai une petite question là, Monsieur Carteret. Vous parliez tout à l'heure de les plans qui sont obligatoirement faits par le géomètre expert. Est-ce que ça concerne uniquement les immeubles bâtis existants, donc anciens, que l'on veut mettre en copropriété? Et donc ça ne concerne pas du tout les immeubles neufs? Alors les ventes en état futur d'achèvement. Les immeubles neufs où c'est l'architecte qui décide les plans, c'est pas concerné? Ça reste dans les débats, mais normalement non, puisque c'est plus de notre responsabilité, c'est un état futur. De toute manière, à la première vente, il faudra certainement faire un mesurage avec une attestation CARES de l'immeuble, puisque entre le plan d'exécution, le projet de l'architecte et la réalité, il peut y avoir une différence. Il peut y avoir des différences. Il peut très certainement des oublis de prise en compte, des charpentes, de hauteur sous plafond pour les superficies habitables, des éléments. Donc il y a des éléments qui n'apparaissent peut-être pas sous les éléments architecturaux pour des raisons X ou Y. Mais au final, à la première vente, ça passe. À la deuxième vente, il faut faire l'attestation de surface CARES dans tous les cas. Dans tous les cas. Donc de toute manière, à ce moment-là, il y aura le contrôle.
Alors c'est aussi une garantie pour une autre chose, c'est-à-dire qu'au niveau foncier, au niveau des limites de propriété, c'est surtout aussi pour vérifier la superposition quand l'immeuble est en limite de propriété, qu'il n'y ait pas de dépassement avec la propriété voisine. Oui. C'est-à-dire que l'attestation de surface Carrez, on va aller constater l'intérieur d'un appartement. Nous, en tant que géomètre expert, il est évident qu'on va aller vérifier le caractère foncier et les éléments si il y a d'éventuels dépassements, on va dire, qui sont à l'intérieur des immeubles, qui sont accolés, qu'on ne voit pas, d'un immeuble à l'autre par rapport à l'autre. Moi, ce qui m'a surpris dans cet arrêt de cassation, d'ailleurs c'est la première chambre civile qui s'est prononcée, par la troisième qui est spécialisée en droit immobilier, ce qui m'a surpris, c'est qu'il analyse le lot de copropriété comme un immeuble par nature. Là, je me suis dit, je ne comprends pas, parce qu'on m'a toujours appris qu'un immeuble par nature, c'est un fond de terre ou bien un bâtiment. Un lot de copropriété, c'est un appartement, et puis en plus, il y a des parties communes autour. Alors je me dis, mais attendez, on a analysé. Maintenant, c'est devenu un immeuble par nature, et bien entendu, les limites entre les immeubles, c'est l'exclusivité du géomètre expert. Et là, je me dis, mais l'analyse qu'a fait la Cour de cassation, je ne sais pas si elle va perdurer. Enfin, je me pose une question. Alors, c'est ça. Oui et non. Alors, elle va perdurer très certainement parce que il y a eu d'autres cas au niveau de la copropriété et des volumes et où on rentre dans le cas des prescriptions. Oui, les volumes. Donc, voilà, c'est-à-dire aussi bien des volumes où il y a eu des volumes qui ont été prescrits et des lots de copropriété ou même des espaces communs d'une copropriété qui ont fait l'objet également de prescriptions. Par le syndic ou par, je veux dire, un propriétaire qui achète tout le palier. Il ferme le couloir, il ferme son palier, il fait l'acquisition de la partie commune. Il y a une prescription. Par prescription, si ça dure plus de 30 ans, quand même, son occupation. Et c'est sûr que c'est au moment où on va revenir faire le mesurage et qu'on verra un écart entre la superficie, la définition du lot au moment de l'acquisition et le mesurage au moment qu'il va y avoir, le constat de cette différence, et il y aura une régularisation à prévoir, parce qu'à ce moment-là... ce qui poserait un gros problème en tant que notaire, ça c'est le pire qui puisse arriver dans une vente. C'est constater qu'il y a une annexion sur deux parties communes. Et dans ce cas-là, il faut réunir une assemblée générale, savoir si les copropriétaires sont d'accord pour céder cette partie commune, faire intervenir le géomètre expert pour revoir les millièmes de copropriété. Donc ça, c'est ce qu'on voit beaucoup à Paris d'ailleurs. Ou faire une prescription, il peut faire une prescription. Si les gens lui ont laissé pendant 30 ans faire ça. Il faut on a une question d'un téléspectateur, mais avant de prendre sa question, la copropriété, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça pour qu'on en rajoute autant. C'est une catastrophe. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous avons une question de Marie-Josée du Robert. Maître Trippé a suscité son enthousiasme et son enthousiasme chez les Robertins. Alors, la question est la suivante. Il y a des notaires qui font des prescriptions de terrain nu. Elle a demandé si c'est normal. Il ne fait pas on peut le faire, mais c'est des prescriptions beaucoup plus risquées. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est beaucoup plus risqué d'aller constater l'occupation d'un terrain nu. Le constat de l'occupation, le constat d'une occupation apparente et continue, il n'y a pas plus apparent et continu qu'une maison. Voilà, c'est ça. Un terrain, c'est bien plus compliqué. C'est bien plus compliqué de constater que pendant 30 ans, la personne a cultivé. J'ai mis mes moutons pendant 30 ans. Ou cultiver le terrain, parce que c'est l'exploiter. C'est très très difficile. Donc, si on peut être amené à le faire, je vais citer des cas très particuliers où je peux être amené à le faire, c'est dans les années 40, dans les années 30, dans les années 40, mais M. Carteret va confirmer ça, 50, il y avait des PV de délimitation qui faisaient office de partage. Les géomètres faisaient des PV de délimitation. Et aujourd'hui, parfois, moi j'en ai encore eu un ce matin, c'est le seul document que l'on a pour dire assimiler un titre de propriété. Ce n'est pas un titre de propriété. Et je sais que quand j'ai ce genre de document et qu'aujourd'hui on voit que le cadastre est conforme à ce plan, parce que quand le cadastre s'est mis en place en 71, finalement il s'est calqué sur ce plan-là. Donc j'ai le plan délimitation, ce terrain limité A, B, C, D, H, telle personne dessus. Et puis le terrain aujourd'hui il ressort bien au cadastre sous la même forme. Dans ce cas-là, on peut faire une prescription de terrain, je vais dire sans risque, parce qu'on sait qu'il y a quand même eu un partage
il y a plus de 50 ans, avant 1956, en plus des partages qui n'étaient pas soumis à la publicité foncière. Donc aujourd'hui, quand on fait un acte en indiquant que soit la personne est propriétaire de ça, ou on régularise avec une prescription pour dire on a quelque chose d'un peu plus confortable, je pars de ces plans-là, parce que sinon, dans certains cas, on ne fait jamais rien. D'accord. Donc on est bien obligé. Et ces plans-là sont très utiles. J'en ai eu un ce matin, magnifique. Alors il y a des notaires dans les années 70, ils ont essayé à partir de ce plan-là de dire c'est pas un partage, donc je vais faire une succession. Donc on a des cessions de droits indivis, d'un dixième de ci, de ça. Puis les gens me disent mais lui il a pu vendre son terrain. Ah, je lui dis non, il n'a pas pu vendre. C'est que justement, il y a certainement un notaire qui a fait ce que je vais vous proposer. C'est-à-dire qu'il a dû repartir de ce partage de l'époque en faisant une prescription ou en le considérant lui-même comme un titre de propriété. Il faut trouver des solutions. À chaque cas particulier, il faut trouver une solution pour titrer les gens. D'accord. Donc il faut dire à Marie-Josée c'est le seul que cas. c'est Sinon, impossible. les prescriptions de terrain, voilà, c'est pas impossible pour répondre à Marie-Josée. Ce n'est pas impossible. Mais il faut être extrêmement prudent quand on fait ce genre de prescription. C'est celles-ci qui peuvent être le plus souvent contestées. D'accord. Et c'est pour ça. On a peut-être une autre question. On a une autre question? Oui, bien sûr, nous avons une autre question de Yves de Sainte-Anne, décidément très actif. Alors, lui, il posait la question, c'est toujours à mettre triplé, dans le cadre d'une vente de biens, est-ce normal que le notaire accepte une valeur déclarée par le vendeur ne doit-il pas passer par L'expert un expert, justement, pour pouvoir déterminer cette valeur? Non, dans une succession, dans une donation, on va faire appel à une expertise. Dans un acte de vente, c'est un accord sur la chose et le prix entre les parties. Évidemment, si le notaire constate, parce que c'est son rôle aussi, que le prix est nettement inférieur à la valeur du marché, il est tenu de l'indiquer aux parties, parce qu'il peut y avoir des conséquences fiscales. Il peut y avoir un redressement sur les droits dont on parlait tout à l'heure. Vous vendez un bien 20 000 €, il en vaut 200 000. L'administration fiscale peut intervenir a posteriori et aller voir l'acquéreur en lui disant « Nous, on l'estime à 200 000, vous l'avez payé 20 000, pas de problème, mais nous, on l'estime à 200 000, donc vous allez nous verser le complément de droit. » Mais dans une vente, c'est encore une fois, c'est l'accord entre les parties sur le prix de vente. Et puis, évidemment, si le notaire constate que le prix est trop faible, donc ça peut parfois cacher une donation déguisée, par exemple. Il est tenu d'alerter les parties. C'est son rôle en tant que notaire d'alerter les parties sur les risques. D'accord. Donc, si je comprends bien, Thierry Léopold, puisque c'est Thierry Léopold qui tient le standard pour nous ce soir. On le remercie énormément. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Mais Thierry, si je comprends bien, la question de Yves, c'était de dire que moi j'ai le droit quand même de dire au notaire que mon bien vaut 20 000 € par exemple, et je prends le risque, et je prendrai éventuellement le risque si d'aventure le notaire attire mon attention sur le fait que le prix ne correspond pas à la chose. Oui, ben dans des cas comme ça où le notaire peut aussi... Ouais. La question que posait Yves, c'était de savoir si plutôt un notaire pouvait accepter de prendre une valeur déterminée par un vendeur sans avoir pris la précaution de prendre conseil auprès Oui, non, mais ça c'est tous les jours. Toutes les ventes que l'on fait, on ne demande pas d'avis de valeur dans toutes les ventes. Il y a des ventes terrain, maison tous les jours. Jamais on demande un avis de valeur. D'accord. Jamais. Les seuls qui exigent parfois un avis de valeur, c'est les banques quand elles financent le bien. C'est ça. Bien sûr. Elles veulent financer, elles ne veulent pas prendre de risques pour leur garantie, donc elles vont exiger du client qu'il fasse un avis de valeur pour ne pas se tromper. Mais nous, les ventes, il n'y a aucune raison, sauf si on constate que c'est manifestement inférieur au prix, où là on émet un doute, où là on peut l'exposer au client, et si le client persiste dans sa volonté après le conseil qui est donné par le notaire a tout intérêt de faire signer au client ce qu'on appelle une reconnaissance de conseil donné, dans lequel il explique au client ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un risque de redressement, de requalification de la vente en donation déguisée, et surtout un risque fiscal de requalification du prix pour que l'État puisse percevoir les taxes sur le juste prix. D'accord. Très bien. Une autre question, Thierry? Thierry? Il n'y en a pas, je suis au téléphone, le standard explose. D'accord. Alors, moi j'avais une question pour M. Carteret. L'arrêt est de juin 2022. 2022, Non. oui. Et on est en septembre 2022 et je n'ai pas l'impression, c'est mon avis, après je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impression que ça ait changé quelque chose, que les notaires ne vérifient pas, c'est ça que tu es en train de dire je là. n'ai pas voulu dire ça. Juin 2022 aujourd'hui, c'est un petit peu court aussi. C'est la prise de connaissance du monopole, le temps d'information, effectivement. Après, c'est
C'est comme les diagnostics, de toute manière, c'est une information, une garantie qui est apportée à l'acquéreur. Oui. Après, c'est comme pour les diagnostics, l'acheteur achète en connaissance de cause. Je veux dire, maintenant, ça sera plus à la question de l'acheteur, c'est au niveau des plans et des transmissions d'informations. On informe, le but, c'est d'informer l'acheteur, il prend connaissance, pas l'acheteur ou le vendeur, ils prennent connaissance de l'information un peu. Et après, maintenant, le monopole effectivement du géomètre expert pour fixer, définir les plans de l'autre copropriété, effectivement, c'est récent. Maintenant, c'est ça, la mise en application et surtout son suivi. C'est ça. Donc tu ne mettais pas en doute le fait que le notaire ne vérifie pas le fait. Ah, pas du tout. Non, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. J'avais cru sous-entendre ça, mais c'est pas bien grave. Pas du tout. Non, il faut poser des questions. Il faut toujours poser des questions, pas des questions pertinentes quand même, pour savoir exactement où ça en est. Voilà. On n'est pas là pour chercher la petite bête, mais bon, il faut avoir des réponses quand même. Non, l'arrêt crée un monopole. Ça veut dire que désormais, on sera obligé d'envoyer les clients vers un géomètre expert pour la mise en copropriété d'immeubles anciens. Pas forcément la mise en copropriété, pas forcément la mise en copropriété, les plans, l'établissement des plans de l'eau. C'est ça, l'établissement des plans. Après, si moi je fais des millièmes, je virerai monsieur Garantier avant et après je ferai des millièmes. Voilà. D'accord. Il faut envoyer d'abord chez monsieur Étifier pour faire les millièmes, et monsieur Étifier dira au client pour les plans veuillez vous rendre chez monsieur Carteret. C'est ça. Après, disons que ça dépend toujours au niveau de la copropriété, puisque de toute manière, au-delà de la question de l'intérieur d'une copropriété, je dirais, sauf si le bâtiment a fait l'objet d'un bornage relativement récent, c'est quand même intéressant de passer par un géomètre expert pour vérifier aussi le périmètre de la copropriété, pour vérifier. On ne parle pas des ensembles immobiliers, c'est des maisons individuelles qui sont aménagées, qui deviennent des propriétés, puisque si on ne mesure que le bâtiment sans constat des limites de propriété, parce qu'effectivement la loi n'impose pas le bornage sur un terrain bâti. Et on ne peut que le conseiller. Et souvent on a des copropriétés dans lesquelles on a des jardins à jouissance privative. Avec des jardins à jouissance privative. Donc là il y a quand même un petit, je ne vais pas dire un bornage, qu'on ne va pas borner le terrain, il reste commun. Mais une délimitation quand même pour essayer de déterminer quelle est la superficie du jardin privatif. Sur l'arrêt, le conflit c'était ça. C'était une copropriété horizontale. C'était une copropriété horizontale en plus. Voilà, de l'eau avec, comment dirais-je, un empiètement sur le jardin, la partie du jardin. Un passage commun qui a priori n'a pas été aménagé à l'endroit qui a été prévu et qui du coup empiète sur un des lots de copropriété par rapport à... C'est ça, exactement. D'ailleurs, souvent, les gens qui sont en copropriété horizontale, c'est-à-dire des maisons en copropriété, ont du mal à comprendre qu'ils sont en copropriété. D'accord. Ils ont très souvent tendance à penser qu'ils sont propriétaires du jardin. Exactement. Alors que ça reste une copropriété, c'est souvent difficile à expliquer. D'ailleurs, vous n'êtes pas, le terrain reste commun. C'est pour ça qu'en copropriété horizontale, je dirais, c'est une limite de propriété en fait. C'est masqué. Mais c'est une limite de propriété. Donc effectivement, cet arrêt qui était sur une copropriété horizontale s'étend à l'ensemble des copropriétés et des bâtiments, effectivement, dans son principe. Mais ce qu'il faut voir, c'est que au-delà de la question d'un ensemble immobilier, moi, je ne peux que conseiller à un particulier qui veut mettre son immeuble en copropriété, de toute manière, de passer par le géomètre pour au moins faire un état extérieur de tous les espaces. Parce que même si vous intervenez pour la partie intérieure, il faut un espace extérieur, il faut cette connaissance technique, il faut faire le plan parce que s'il y a des jouissances privatives, des jouissances exclusives, des espaces communs sur les espaces extérieurs, on est professionnel pour faire ça. C'est ça. Là, on rajoute simplement le plan des intérieurs. Oui, d'accord. Ok, on fait. Pendant qu'il y a en fait un notaire et un géomètre expert, j'ai lu que les copropriétés horizontales étaient interdites, qu'on ne pouvait plus faire de copropriété où le sol était uniquement, la partie commune était uniquement le sol. Je dis beaucoup de personnes font ça pour échapper notamment au permis d'aménager, notamment créer des lotissements. Mais alors, moi j'ai un conflit avec un notaire sur cette question-là. L'expression copropriété horizontale
ni même copropriété verticale n'existe. Ça n'existe pas. pas. Non, C'est vrai, ça pas légal. n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est une expression inventée par la pratique pour faire la différence entre les immeubles bâtis et les groupes d'immeubles bâtis et les ensembles immobiliers. Et j'ai eu cette difficulté dans un dossier où on a perdu en première instance, on était en train de faire appel, où l'adversaire nous dit qu'il y a une copropriété horizontale dans laquelle il y a une copropriété verticale. Donc, une copropriété dans une copropriété. Alors que le terrain, c'est un terrain commun à tout le monde. Oui. Et l'expression, parce que l'expression a été employée par le notaire d'ailleurs dans la rédaction du règlement de copropriété. Mais l'expression, à mon avis, qu'il a employée n'est pas totalement inexacte, parce que quand il a parlé de copropriété horizontale, c'était simplement pour dire que ce n'était pas un immeuble bâti, et que ce n'était pas un groupe d'immeubles bâtis, mais que c'était un ensemble immobilier, puisqu'on peut... La copropriété horizontale, c'est immeuble ensemble immobilier, à mon point de vue, bien sûr. Et c'est là où ça me gêne beaucoup, cette expression. Quand je parle de copropriété horizontale, c'est le cas classique où il y a un promoteur, achète un terrain, fait des constructions, et les parties communes, c'est uniquement le sol et éventuellement les accès. Ouais. Souvent, ils font ça, c'est pour éviter... Pour détourner le lotissement. Voilà, le lotissement. Ça, c'était pas permis, parce qu'il y a eu un arrêt célèbre, Stemmer, il y a près de 30 ans, qui interdisait, et ça se voyait beaucoup dans le sud de la France d'ailleurs, on faisait ça, on évitait les lotissements, on faisait même pire, parce qu'on faisait une copropriété de terrain de droit à construire. Oui, c'était des droits à construire. Voilà. C'est-à-dire qu'on c'était interdit parce qu'on vendait le lot 1, un terrain sur lequel vous avez le droit de construire tel truc. C'était effectivement une fraude ouverte à la réglementation des lotissements. Après, aujourd'hui, avoir par exemple plusieurs maisons sur un terrain, mais pareil, pour une copropriété, M. Carturel disait, il faut qu'il y ait des éléments d'équipement commun. S'il n'y a pas d'éléments d'équipement commun, il n'y a pas de copropriété. Il faut au moins de l'eau, plus des choses en commun. On a le somme déjà. Voilà. Et aujourd'hui, on voit plutôt l'inverse. On voit des gens qui sont dans des copropriétés où il y a des maisons et qui font des scissions de copropriété parce que justement leur argument c'est de dire mais on n'a rien en commun. On n'a rien en commun. On a nos propres canalisations qui vont dans le tout à l'égout. L'immeuble d'à côté, il a ses propres canalisations qui vont dans l'égout. On n'a rien en commun. Ils ont une entrée, on a une entrée. Donc on fait des scissions de copropriété finalement pour que chacun devienne propriétaire de son terrain en propriété et non en jouissance. Ou de son volume. On a une question, Thierry. Ou parfois on en a qui font des volumes. Voilà, c'est ça. Pour éviter la copro là. Pour éviter les charges. On crée son propre volume. Alors, étant entendu que le volume reste une exception à la copropriété, c'est une exception. C'est une exception. C'est une exception. D'accord. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est entré dans le champ d'application de la loi 65. C'est dans l'article 1er. Cette expression n'existait pas avant. Et puis, il est maintenant défini le volume. Thierry, on a une question ou pas? Si, oui, bien sûr, nous avons une question, mais c'est exact. Yves de ce que vous Saint-Anne. avez dit, professeur. Alors, donc, la répétition, c'est la pédagogie. Alors, on a une question de Sainte-Marie de Georges qui nous demande. Alors, Georges a construit une villa. Au fur et à mesure, il l'a agrandi et il y a un certain nombre d'appartements et il demande pour la mise en copropriété et la séparation des lots si nous sommes obligés d'avoir recours uniquement au géomètre. Avec suite à l'arrêté de la Cour de cassation de 2022, pour l'établissement des plans, oui. Après, pour les calculs des millièmes, pas nécessairement. Mais au moins pour l'établissement des plans, le constat de tous les lots, c'est un élément. Alors après, il est évident que comme le géomètre expert va faire les plans avec les indications des lots, il faudra qu'il travaille en collaboration avec l'autre professionnel. C'est évident pour avoir des descriptions de lots et que sur les plans, il y a la même chose que ce qui sera décrit sur l'état descriptif et les calculs des millièmes que fera cet autre professionnel. Et on peut dire aussi à Georges qu'il aura besoin, dans le cadre d'une mise en copropriété comme ça, de faire établir un dossier de diagnostic technique global. C'est important de pas le dire au client au dernier moment. J'ai oublié, vous n'avez pas fait le dossier de diagnostic global parce que votre immeuble, c'est plus de 10 ans. Donc effectivement, quand on met un immeuble comme ça en copropriété, il faut dire à Georges qu'il aura besoin de plusieurs professionnels différents pour faire aboutir son projet et il terminera toujours chez le notaire. Ce qui simplifie énormément les droits de la copropriété. C'est assez compliqué comme ça, mais on en rajoute, c'est pas grave.
On va faire un break, si vous permettez, et on se revoit dans quelques instants. Merci à Grégory et à Marvin qui nous accompagnent pour j'allais dire, pour la musique et pour la technique, pardon. La logistique. Voilà, merci messieurs, merci. À tout à l'heure. Merci d'être resté avec nous pour la seconde partie de notre émission. Et cette partie-là, ça consacrait à des choses qui vous intéressent particulièrement parce qu'on va parler du littoral de chez nous. Mais avant toute chose, nous avons une question. Bonsoir. Alors oui, à nouveau, nous avons une question d'Antoinette de Basse-Pointe. Alors Antoinette a un petit problème qui est le suivant, c'est que dans les années 45,
un terrain a été acheté qui mesurait 10 hectares. Le relevé de propriété fait par le géomètre, le relevé de propriété du cadastre indiquait 9 hectares et elle demandait si le géomètre pouvait, en se basant sur le titre de 1945, lui restituer ces 10 hectares. Alors déjà, un premier point, il faut bien voir que le cadastre n'est qu'un impôt. C'est qu'un outil fiscal. Ce n'est pas la superficie qui est indiquée sur le plan cadastral, n'est en aucun cas une garantie de la superficie, puisque en plus la partie graphique qui représente la parcelle au cadastre a aussi une superficie différente de celle qui est indiquée en tant que contenance cadastrale, qui est la base d'imposition. Pour preuve, sur d'autres exploitations, on a eu des écarts de superficie entre la superficie fiscale et la superficie graphique de plusieurs hectares. Maintenant, dire qu'on va retrouver les 10 hectares, il faut déjà avoir une analyse très précise du titre. Si c'est indiqué borné au nord par une habitation, à l'est par une autre habitation ou autre, ça sera très compliqué. On va en revenir à des recherches de signes de possession, des haies végétales, et surtout si ça remonte à 1940, 1944. Donc ça va être des recherches physiques sur le terrain, et éventuellement des recherches avec l'aide du GIP quand il va être constitué de cohérence avec les propriétaires voisins qui seraient décrits sur le titre, pour retrouver une superficie peut-être équivalente, peut-être moindre, peut-être que dans l'acte d'origine étaient également compris les voies qui sont aujourd'hui ouvertes au public, donc il y a des superficies qui sont perdues de par la perte de ces voies publiques, de par éventuellement la perte des rivières et cours d'eau s'ils sont enregistrés dans le domaine public. Là, on ne peut pas répondre de manière exacte. Il faut simplement voir que le titre de 1940, c'est effectivement la propriété décrite en titre. Le cadastre, c'est un outil fiscal, une base d'imposition. Maintenant, il faut faire une analyse pour faire la correspondance. Très bien. Donc, en dehors du fait qu'il faut qu'elle fasse une démarche quand même auprès d'un géomètre expert, ouais. D'accord, il faut qu'elle retienne quand même que le cadastre, ça ne donne pas une superficie en fait. C'est pas une garantie. C'est pas une garantie de superficie. C'est un impôt. D'accord. Le plan cadastral est un impôt. Même le nom de la personne inscrite au cadastre est un début de preuve, sauf si un titre vient d'être produit avec le nom. Mais si on est sur la base, le nom qui est mentionné au cadastre, on dit que c'est non titré parce qu'on n'a pas de référence aux hypothèques sur la parcelle cadastrale, sachant que le cadastre est constitué depuis 1971 en Martinique. Les services des hypothèques, c'est les archives jusqu'en 1956. Au-delà, c'est aux archives départementales. Donc, il y a des analyses, des recherches à faire, et la garantie de retrouver la superficie mentionnée dans le titre n'est absolument pas certaine. C'est pas certain. Très bien. Et une petite question par rapport justement à ça qui peut intéresser les spectateurs, c'est les outils de mesure des géomètres de l'époque, 1944, et ceux d'aujourd'hui. Je pense que c'est pas les mêmes, mais aujourd'hui on a des outils quand même beaucoup plus précis, ou pas? Alors on a des outils beaucoup plus précis, c'est évident. Il n'empêche que les outils quand même de l'époque, c'était bon. Il n'y avait pas d'électronique, de l'optique mécanique pure. On peut également analyser avec les photographies à IGN, parce que ça remonte jusqu'en 1925 en Martinique, que la Martinique était très cultivée par endroits, donc il y avait certainement des facilités de progression. Quand on regarde les plans de l'époque, c'était surtout sur 10 hectares, c'était une borne mise à un endroit et une autre à 300 ou 400 mètres. Le respect de l'alignement entre les deux au niveau des cultures, des lisières avec le relief n'est absolument pas garanti. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'était marqué une ligne droite sur 500 mètres que, physiquement parlant, sur le terrain, la limite était effectivement rectiligne. Donc, c'est tous ces points-là qui sont à vérifier. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nous allons nous intéresser au littoral. Le littoral de tous les mots, les mots MAX bien entendu, et on va s'intéresser à l'échouage des sargasses. C'est bien ça Oui, ça, on va parler des sargasses. Alors, il faut savoir qu'il y a un arrêt récent, on a beaucoup entendu parler de cet arrêt dans les médias récemment, concernant justement le vice caché et la problématique d'échouage de sargasses. En fait, dans le cas d'espèce, il y a une vendresse
qui a vendu sa maison à une personne qui Et ensuite... ça se passe en Martinique. En Martinique, sur la côte atlantique. Donc, elle a vendu sa maison à une personne. Et cette personne, après la vente, s'est retournée contre le vendeur en évoquant notamment le vice caché et aussi le dol, c'est-à-dire a demandé l'annulation et la résolution de la vente. D'accord. Donc, en gros, c'est ça, en fait. C'est D'accord. ça. Donc résolution, pourquoi pas la résiliation de la vente tout simplement? En fait, Pourquoi alors, l'expression, oui. parce qu'en fait, quand on parle de résolution, d'annulation, c'est-à-dire qu'on remet les parties en l'état où ils étaient avant la vente. D'accord, je te remets l'argent. C'est-à-dire que je te remets dans la maison, tu me pratique, remets voilà, l'argent. ce serait que le vendeur redonne le prix de vente à l'acquéreur et l'acquéreur, voilà, le prix de vente à l'acquéreur et retrouve son bien immobilier. C'est-à-dire qu'il y a un effet rétroactif On remet tout à zéro. On remet tout à zéro. Je te remets ta maison, tu me C'est remets ça. mon argent. C'est ça. Et si entre-temps j'ai dégradé la maison? Si entre-temps j'ai dégradé la Oui, maison, oui. mais normalement, J'ai on fait doit des remettre- peintures, j'ai fait des ouvertures parce que j'avais envie de la modifier un peu de cette maison. on doit remettre les parties dans l'état où ils étaient Ils étaient au avant, départ. avant la conclusion de l'acte. D'accord. Là, on est sur un arrêt de quelle année Ben, de juillet 2022, récent, 2022, ça c'est d'accord. récent, voilà. D'accord. c'est ça. Donc c'est avant d'arriver devant la Cour de cassation, c'était une affaire qui est ancienne déjà. Voilà, c'est passé par la Cour. Alors, je crois que l'affaire a commencé en 2017 ou en 2018, quelque chose comme D'accord. ça. Et la Cour de cassation en fait a cassé en fait la décision de la Cour d'appel de Fort-de-France, qui avait considéré effectivement qu'on n'était pas en présence d'un vice caché et qu'on n'était pas non plus, voilà, on n'était pas en présence d'un vice caché. Et pourquoi on n'était pas en présence d'un vice caché? Parce qu'elle considérait qu'en fait, elle considérait que c'est un élément extérieur au bien. Généralement, le vice caché, on le retient pour un élément intrinsèque au bien, un élément. D'accord. C'est quoi un vice caché? Ouais. En réalité, on va dire, c'est une dégradation, un défaut. défaut qui rend le bien impropre à son usage, à l'usage pour lequel il a été acquis. D'accord. Donc le fait que j'achète une maison avec un échoir dans un endroit où il y a un échoir de sargasse, ça va rendre le bien impropre à sa destination, on va dire. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la décision de la Cour de cassation. C'est là. La Cour de cassation. Voilà, c'est D'accord. ça. Ça vous surprend, vice caché pour un événement, Oui, c'est assez surprenant, surtout même en termes de responsabilité pour le notaire qui régularise cette vente. Alors on sait qu'aujourd'hui, avec la réforme du droit des contrats depuis quelques années, un vendeur est obligé de tout dire sur son bien. Tout. Donc effectivement, on peut pas nier aujourd'hui le phénomène des sargasses en Martinique. Et lorsqu'on a une vente sur certaines côtes, là on était du côté quartier Pontaléry, donc on ne peut pas nier l'existence de sargasses et de ce que cela occasionne. Donc on peut supposer dans ce dossier qu'il y a eu une certaine, comme vous disiez, là, le dol, donc une certaine tromperie. C'est un Alors peu ça. j'ignore si la personne avait visité le bien, si c'est quelqu'un de la Martinique, etc. Quelqu'un de la Martinique. Mais- Justement, pour vous interrompre, cette personne habitait depuis un certain temps en Martinique et au La Robert, Kéva. en plus, dans la commune de la Vente, La Kéva, c'est ça, oui. la Kéva, je parle de la Kéva, qui habitait dans la Martinique depuis un certain temps et dans la commune du Robert, où il y a beaucoup de sargasses, on sait très bien, la commune littorale, et ça n'a pas été pris en compte justement. Et le vendeur, l'avocat du vendeur a mis ce fait-là En avant. et le juge n'a pas retenu. Le juge n'a pas retenu. D'où la nécessité, comme je l'ai vu dans certains actes de vente comme ça, sur de biens proches de littoral où il y a des sargasses, de notaire qui insérait dans l'acte de vente une clause sargasse. C'est ça. Une clause C'est ce qu'il faut d'information faire. des C'est sargasses. exactement ça. Moi, la décision, c'est vrai qu'elle me surprend quand même. Elle me surprend quand même qu'on puisse aller jusqu'à l'annulation d'un acte de vente pour ce fait-là. Alors, il faut dire non Mais téléspectateurs. ça démontre bien qu'aujourd'hui, il faut tout dire. On dit tout au niveau des diagnostics techniques, on dit tout au niveau de l'assainissement. Il faut le noter surtout dans la promesse de vente. On dit tout au niveau des sols, zones sismiques, pollution des sols, etc., sol argileux. Donc je pense que c'est une nouvelle clause à indiquer en Martinique, puisque On est bien ce d'accord. phénomène-là, on n'y échappe pas. D'accord. Donc Alors, là, voilà, on va dire aussi à nos téléspectateurs que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France, mais va renvoyer Elle renvoie. l'affaire Ça, devant une autre devant- Cour d'appel. Et cette Cour d'appel-là pourra dire si oui ou non qu'il s'agissait d'un vice caché, parce que s'agissant de ce type d'éléments, on le savait qu'il y avait des efforts de sorte. Mais toujours est-il que si j'achète une maison
et que je vois une clause sargasse dans l'acte de vente ou même dans la promesse de vente, je vais vous dire, attendez, s'il n'y a pas 50% de moins, j'achète pas. Hein. Mais je sais pas. Bah, aujourd'hui, ça peut être une négociation du prix, hein, effectivement. C'est ça. Hein. Mais après, personne ne peut ignorer les sargasses quand on vit en Martinique. Personne ne peut ignorer ça. Moi, j'ai acheté une maison Robert du côté de Pointe-Rouge. J'ai visité la maison, l'odeur était affreuse. Donc je l'ai acheté en connaissance de cause. La maison me plaisait, j'ai dit je vais prendre le risque d'acheter la maison. J'ai pas de clause dans mon acte. C'est J'ai ce pas que de clause j'allais dans mon dire. acte, mais moi je suis. Oui. C'est ce que nous disions. Jamais ça me viendra à l'esprit. Je sais qu'il y a des sargasses, ça ne viendra pas à l'esprit. Ça va pas forcément arrêter J'estimerais les que je serais de mauvaise foi. J'estimerais en tant qu'acquéreur d'être très mauvaise foi si je venais attaquer mon vendeur pour faire annuler la vente. Donc je pense que derrière l'argument sargasse, je ne vais pas critiquer la personne qui a acheté, hein, derrière l'argument sargasse, je pense qu'il y a un argument qui va plus loin. Elle a fait jouer le fait qu'elle était malade, que son fils était malade. Oui, Donc, c'est logique de dire que finalement les sargasses, ça vous donne le rhume, ça vous fait tousser. Bah oui. Mais on savait, bien sûr. On a une question. Robert. Bonsoir. Oui, une question Marise de Foyer qui demande à quand l'inscription de l'échouage des sargasses au niveau des plans de prévention des risques naturels prévisibles de la Martinique. Alors ça, on n'a aucune idée. Justement, vous en parlez. La question c'est de savoir, on a les risques sismiques, les risques de pollution, les risques d'inondation, de mouvement de terrain. Pourquoi ne pas aussi il faudrait que ce soit déjà reconnu comme étant un risque. On est ERP, état de risque de pollution, le mettre dans un état de risque aussi également. Pourquoi ne pas le faire? Mais là, ça, on n'a aucune, pour l'instant, indication par rapport à ça. On ne sait pas encore. Donc il faudra que Marie saisisse son député qui fasse inscrire cette question. Cet arrêt est quand même fondamental et quand même les songeurs inquiétant parce qu'on se pose la question de tous les actes qui ont été passés justement, les actes de vente qui ont été passés dans des zones impactées par les sargasses. Parce qu'il faut savoir que le vice caché, il peut être invoqué par l'acquéreur 2 ans après la souvenance de l'événement, du problème en fait. Donc aujourd'hui, a priori, toutes les personnes qui sont dans la zone sargasse, elles pourraient faire jouer On peut craindre ça. Faire jouer cette jurisprudence, mais suivre cette jurisprudence pour faire annuler une vente parce qu'ils ont finalement regretté d'avoir acheté le bien, parce que finalement ils avaient imaginé qu'il y aurait peut-être plus d'événements et finalement ils sont rendus compte que les événements sont plus récurrents. Voilà, donc aujourd'hui on a une certaine insécurité juridique de voir effectivement que pas le législateur mais la haute juridiction retiennent aujourd'hui un risque environnemental imprévisible comme un vice caché, quoi. D'accord. C'est pas la première fois, l'événement extérieur que la Cour de Alors, oui, mais un risque environnemental de ce type, non. Alors, aujourd'hui, on peut même aller plus loin. Les cyclones, par exemple. On est dans une zone tropicale. Aujourd'hui, vous avez une maison exposée au vent. Vous n'avez pas indiqué dans votre acte que la maison est plus ou moins exposée au vent. C'est une période qui est déventée, par exemple. Il s'avère qu'il y a un cyclone. Que dans les cyclones passés, effectivement, la maison, la toiture s'est envolée parce qu'effectivement, voilà, la toiture s'est envolée parce que vous êtes dans une zone très exposée au vent. Oui. Vous n'avez pas indiqué ça au propriétaire, il pourrait évoquer, parler de la. On m'a caché qu'il pourrait y avoir des cyclones en Martinique. Voilà, je ne savais pas qu'il pouvait y avoir des cyclones en Martinique. Mais toujours est-il quand même, il faut le dire à nos téléspectateurs qu'il faut attendre l'arrêt de la Cour d'appel de renvoi. Je pense qu'il faut quand même attendre. Oui. Ouais. On a une question. Bonsoir. Bonsoir. Non, nous n'avons pas de questions. D'accord. En sachant que cet arrêt-là, même si il contredit la Cour de casse, ça reviendra devant la Cour de casse en champ plénière à ce moment-là. Là, ils pourront dire on est parti dans un vrai débat. Là, ils pourront dire non, on reste sur notre position et voilà. Donc, même si la Cour d'appel... En tout cas, ce qui est inquiétant pour les propriétaires de maisons dans ces zones-là, c'est une épée de Damoclès. Ils ont une insécurité, une gêne du fait des sargasses, ils ont une insécurité parce que pour vendre leurs biens, ils sont en risque. Ils sont en risque, mais au-delà de ça, ils ont aussi aujourd'hui des négociations qui sont liées à cet événement. Enfin, aujourd'hui, c'est on ne parle même pas d'expertise, parce que maintenant, l'expertise immobilière, si je fais l'expertise d'une maison sur le littoral, je suis mettre une décote. Cette maison, à cause de ça. Ce phénomène. Alors que la maison peut voir là, je sais pas, je dis 700, 800 000 euros, une belle maison en piscine. Mais à cause de ça, une grosse décote sur. Mais cette fois-ci, je suis sûr qu'on a une question. Bonsoir.
Bonsoir. Oui, nous avons une question de Patrice Duvauclin qui nous demande à partir de quelle distance peut-on considérer qu'un terrain est soumis justement à ce vice de consentement. Alors est-ce que c'est 100 mètres, 40 mètres ou c'est l'ensemble de la commune? Alors attends, tu dis vice de consentement, là, j'ai pas suivi. Ce vice caché. Vice caché, lui. Vice caché. Ce vice caché. Il n'y a pas de distance. Alors là, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler de distance, parce que bon, l'arrêt ne parle pas de distance. C'était pas, dans le cas d'espèce, on n'a pas spécifié de distance. Mais aujourd'hui, non, on ne peut pas vraiment répondre à cette question. D'accord. Alors, d'accord, Patrice, on va lui dire. Voilà, que c'est ça. Peut-être. Alors, il faudrait voir des études scientifiques, voir à quelle distance, effectivement, c'est un risque pour la santé ou non. Mais on va même dans les mondes, même dans des zones reculées Exact, ouais. de la mer, on est quand même impacté. On observe les faux plafonds, on voit bien que bon, s'il y a un risque pour la santé, il peut y avoir un risque pour la santé également dans ces zones-là. Donc aujourd'hui, on est en Martinique, on est dans une zone à risque. On a des risques, on a la problématique des sargasses, on a sous les monts la problématique des glissements de terrain, on a le risque cyclonique, séisme. Aujourd'hui, il faut fonctionner avec. Tout ça, ce sont des aléas, mais effectivement, ces arrêts-là, ça va nous inciter, nous, notaires de Martinique, à systématiquement mettre une clause d'information dans les actes. Systématiquement. Même dès la promesse de vente, il faudrait remettre. Oui, dès la promesse de vente, dès l'avant-contrat, information sur les risques sargasses, de manière à ce que le client soit informé et puis qu'on n'ait pas d'autres personnes qui tentent ce type d'action, d'invoquer cette action, qui sera, à mon avis, extrêmement rare. Oui. Je ne suis pas sûr que la cour d'appel de renvoi. Puis le phénomène des sargasses, on ne sait pas si ça va s'amplifier dans le futur ou si ça va s'alléger, on n'en sait rien du tout. D'accord. Pas de questions sur les sargasses, on a fait le tour de la question, enfin, provisoirement, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais on reste sous le littoral parce que la question du recul du retrait de côte, c'est une question qui est quand même préoccupante. Je sais que vous avez travaillé sur la question. Oui, effectivement. Alors, il faut savoir qu'il y a eu... c'est la loi climat, c'est ça? C'est ça. Oui. La loi climat, en fait, qui a mis en place un nombre de dispositifs. En 2021. Voilà. Ce nombre de dispositifs, notamment sur cette problématique de l'érosion. Il y a eu un décret également qui a indiqué l'ensemble des communes qui seraient impactées par ces dispositions. Il faut savoir qu'à la Martinique, bien sûr, je ne vais pas vous cacher, pratiquement toutes les villes côtières sont impactées par ces dispositions. Il y en a 19. Voilà, c'est ça, les 19. On ne va pas les citer toutes, mais c'est facile à savoir. On va les citer quand même. Oui. J'ai trouvé le papier. Ah oui. D'accord, donc il y a Grand-Rivière. On commence par le nom. Ça dans un petit moment, le temps que je trouve mon papier. D'accord, entendu. Donc il faut savoir qu'en fait, alors cette loi climat oblige en fait à ces communes de mettre en place une cartographie du trait de côte et du retrait de... Donc, alors on va d'abord expliquer le trait de côte, c'est ce que j'allais dire. Le trait de côte, c'est ce qu'il faut savoir brièvement, c'est la ligne qui sépare la mer du continent, de la terre, de la terre, ouais. Ça comme ça, c'est la ligne qui sépare la mer. C'est ce qu'on appelle le trait de côte. D'accord. Et là, en ce moment, il subit une érosion, un phénomène d'érosion, donc plus ça va, plus la mer se rapproche de la terre. C'est ça. D'accord. C'est un peu ça. D'accord, ok. Et c'est là que c'est inquiétant. C'est là que c'est inquiétant. Lorsqu'il y a des habitations dans ces zones-là, c'est un petit peu gênant. Donc c'est à ce moment-là qu'il y avait la loi climat et puis l'ordonnance qui vient derrière. Exactement, qui oblige les communes concernées à mettre en place une cartographie qui détermine en fait le phénomène d'érosion et sa progression sous une durée de 30 ans et une durée de 100 ans. De 100 ans, d'accord. Alors, je vais donner la liste des communes. Il n'y en a pas 19 en Martinique, il y en a 13. Alors, c'est pas mal quand même. Et Basse-Pointe, Casse-Pilote, Saint-Pierre, Grand-Rivière, le Lorrain, les Trois-Îlets, le Prêcheur, le Robert, Sainte-Luce, Sainte-Marie, Chelcher, la Trinité, Macoba, pour la Martinique. En Guadeloupe, il y en a 9. En Guadeloupe, on a les communes de Baïf, puisqu'il y a des gens de Guadeloupe. Oui, bien sûr. D'accord. Baïf, Bouillante, Des Haies, Le Moule, Pointe-Noire, Port-Louis, Saint-François, Sainte-Anne et Terre-de-Haut. Et en Guyane, il y en a 3. Et les communes de Macoria, de Cayenne, et puis Awala, les Guyanais vont me pardonner. Vous me pardonnez des corchets quand même le nom de la commune. Je lis Awala.
et il y a Limano. Il y a Limano, c'est ça. Voilà. Et donc toutes ces communes sont concernées par ce recul du trait de côte. Voilà. D'accord. Et donc, quelles sont les dispositions qui sont prises à intervalle de 10 ans, de 30 ans 30 ans et puis intervalle de 100 ans. Est-ce qu'on a un... Donc déjà, elles sont contraintes également, ces communes, à mettre en place des dispositifs visant justement à retirer les populations, les constructions qui sont impactées par ces zones, en mettant en place un certain nombre d'aménagements à l'intérieur des terres. Donc il y a on va leur faciliter en fait la possibilité d'aménager ou par le biais de plan local d'urbanisme. Il faudra qu'ils prennent en compte en effet toute cette nouvelle législation en fait. D'accord, qui permet de déplacer les populations. Exactement. C'est quelque chose qui va être extrêmement onéreux pour les communes, très onéreux. Et c'est ça le problème. C'est le coût. C'est le coût de l'expropriation. L'ordonnance n'a pas prévu ça justement. Et il y a beaucoup de contestations à ce niveau-là, parce qu'ils ont une ordonnance rapide, mais sans prévoir, vous dites le coût de ces expropriations. Et qui va financer Les communes, l'État. C'est très important. Parce qu'il faudra exproprier tous les gens qui sont dans des zones qui sont propriétaires dans ces zones-là, et reloger les autres qui sont éventuellement dans des bâtiments publics. Et ça, c'est un coût exorbitant. Hein. Moi, j'avais rencontré un responsable national sur la question parce que maintenant, c'est une question qui préoccupe énormément, même en métropole, hein, parce que beaucoup de communes littorales sont concernées. Et ce qui préoccupe, c'est le coût de tout cela. Hein. Alors, j'ai lu un article où l'auteur disait que est-ce que l'État ne s'oriente pas vers un démembrement de la propriété? Le sol, c'est l'État, et le bâti serait les propriétaires classiques, en quelque sorte. Parce que, en fait... Ils tendent vers ça. On tend vers ça. Ils tendent vers ça parce que on a les mêmes lectures, alors. On lit les mêmes choses. Oui. Dans l'ordonnance, ils voient d'instaurer ce qu'on appelle une sorte de bail à construction, c'est-à-dire un bail, ils appellent ça bail à... Amphithéotique. Non. Bail d'adaptation. Bail d'adaptation. Voilà, c'est un système à l'anglaise. Adaptation à l'érosion, etc. J'oublie le terme exactement, c'est un bail d'adaptation à l'érosion. Donc ils tendent vers ce type de bail amphithéotique, c'est-à-dire l'État va louer le terrain aux preneurs. C'est une durée qui va de 12 à 99 ans. Et celui-ci va devoir payer une redevance. Et il pourra louer à nouveau, lui, s'ouvrir, entre guillemets, ou y habiter. D'accord. On ne pourra plus être propriétaire du sol. Du terrain. On parle bien sûr dans la zone d'érosion, attention. Exposé à l'érosion, d'accord. Donc les gens vont être déplacés, mais c'est pas tout le monde qui est déplacé, alors je ne comprends pas. Non. J'arrive pas à suivre. Non, là on ne parle pas de déplacement, là on parle uniquement de bail. C'est-à-dire que l'État pourra louer la partie. Donc l'État récupère le terrain. Il y aura une expropriation. Ah d'accord. Oui, au départ, bien sûr. Ouais. Mais encore là, l'expropriation, on ne sait pas encore comment ça va se passer, quel coût ça aura, donc voilà. Mais c'est le problème qu'il y a eu, je ne sais pas, vous avez entendu parler de ça, le problème c'est à Bordeaux, mais pas loin de Bordeaux, je ne sais pas exactement, la commune de l'immeuble Signal. Il y a eu un gros souci par rapport à ça, parce qu'il y avait une expropriation des propriétaires. Pour tout expliquer, c'est un bâtiment qui a subi le phénomène d'érosion et il a été détruit en ce moment, mais il était prêt à tomber. Donc les propriétaires ne voulaient pas partir, sans dédommagement bien sûr, sans indemnité. Et ça a été en procédure, hein. Ça a été en justice. Oui. Et le juge leur a donné raison, ils ont pu avoir une indemnité, je crois que c'était 7 millions à répartir sur 70 propriétaires. Et là, ils ont pu partir. Et il y en a un qui est décédé. Et là, on revient encore à l'héritage, il fallait retrouver les héritiers. On ne les trouvait pas. Donc, ils ont dû faire des recherches, ça a encore mis du temps. Ils ont fini par retrouver, c'était états à l'étranger. Et là, ils ont pu démolir, ils ont commencé la démolition d'immeubles. D'accord. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un gros problème au niveau des indemnités pour les expropriations. Donc, ce n'est pas encore réglé ce problème-là. Et il faut travailler dessus encore. D'accord. Mais il me semble que l'ordonnance vous donne à vous, les experts, une méthode pour calculer les valeurs, les indemnités. Oui, non, c'est la méthode d'évaluation. Oui. C'est-à-dire on se base sur les biens qui sont sur la partie littorale pour pouvoir faire évaluer le bien, donner une valeur au bien. Donc par comparaison. Ou encore, si c'est insuffisant, on se base aussi sur les biens hors zone d'érosion en donnant aux biens une décote. Ça, on peut le faire comme ça. Et la décote, ça se calcule la durée résiduelle. Voilà, on va calculer. Mais c'est une on ne sait pas, la durée résiduelle, on ne sait même pas. On ne connaît pas la durée résiduelle, on ne sait pas si c'est 10, 20, 30, 40. Non,
Il y aura l'autre trait de côte. Enfin, on va prévoir effectivement dans 30 ans que ce bien-là sera impacté par l'érosion. Oui. Faudra comparer effectivement à des biens qui ne sont pas dans cette zone-là. Ouais. Il faudra mettre une décote sur la durée qui va rester au bien à exister dans l'horizon des 30 ans. Quoi. Alors, attendez. En pratique, je sais que vous dites que les durées de vie d'un logement, c'est 100 ans. D'accord. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ma maison a 50 ans, vous allez me donner que 50% de sa valeur. Parce que C'est un peu ça. tous les biens qui sont situés dans la zone d'érosion à 30 ans ont vocation à être démolis, D'accord. détruits. D'accord. Donc, C'est ça. On a moyen de savoir en Martinique quelle est notre zone à 30 ans alors, je ne sais pas si sur la cartographie est déjà sortie, il ne me semble pas. Elle n'est pas encore sortie. Il y a des études qui ont été faites. Oui, les écoutes, Il me semble que c'est ça. il me semble que ça Voilà, fâche, oui, ça oui, fâche, ça a été fait, ça mais- fâche les différents. Et la commune la plus impactée aujourd'hui, c'est le Prêcheur. C'est très cher. Cher, oui. Ouais, c'est Oui, la commune Exactement, il a fait. qui attire la plus d'attention actuellement. Non, mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire que vous êtes. Attendez, j'essaie de comprendre parce que les pieds dans l'eau, ça n'a plus aucune valeur. Voilà. Ah oui, les pieds dans l'eau, faut oublier ça. Donc il vaut mieux avoir la tête dans l'eau. Je plaisante bien sûr. Et les communes auront la possibilité de réajuster un peu entre guillemets, les documents d'urbanisme, les pluies par exemple. Parce que bon, vous savez, si pour reloger des habitants sur les côtes, il faudra les reloger à hauteur. Donc, et c'est déjà pris, donc on pourra restreindre un peu les limites de propriété, par exemple. On pourrait faire ça. Des distances de réalité, à vrai dire, c'est pas pour être alarmiste, mais on a une grosse problématique en Martinique. Parce qu'aujourd'hui, commune littorale, effectivement, historiquement, sur le marché de l'immobilier, les communes les plus recherchées, la plus grosse valorisation, c'est les communes littorales aujourd'hui. C'est pas pour faire de discrimination entre les communes, mais on sait que par exemple des communes telles que le Gros Monde ou même Saint-Joseph, dans un passé récent, Saint-Joseph n'était pas une commune non plus très recherchée sur le marché de l'immobilier. Le marché n'est pas actif. Voilà, n'était pas très actif. Oui. Aujourd'hui, on se rend compte que ces communes-là, aujourd'hui, que les gens vont devoir se retourner vers ces communes-là. Or, ces communes-là aussi ont une autre problématique qui est le risque, la topographie qui n'est pas toujours avantageuse. Ouais, c'est ça. Et deux, le risque de mouvement de terrain. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est un arbitrage qu'il faudra faire entre littoral, érosion, investissement dans le littoral ou investissement à l'intérieur des terres avec éventuellement des constructions qui sont sur des terrains en zone rouge. D'accord. Et moi, je m'interroge sur le positionnement d'un assureur ou bien d'un banquier. C'est ce que j'allais dire. Ben oui, L'assureur de maison en bordure de littoral, Ah oui, là. soit il assure plus, soit il y a une surprime qui est colossale. C'est ça. C'est comme des terrains qui sont situés aujourd'hui en zone rouge au niveau mouvement de terrain. Ouais. Moi, j'ai eu la surprise ce matin d'une cliente qui m'a dit, je lui ai dit, bon, vous achetez une maison qui est en zone rouge, c'est même une zone orange et bleue, mais rouge en mouvement de terrain. Maison qui est bâtie depuis 30 ans. Hein. Elle me dit, mon banquier a refusé mon prêt parce que la maison est en zone rouge. Ils me disent qu'ils refusent tous les prêts bancaires des maisons qui sont situées en zone rouge. Et en plus, ces zones sont... C'est bien calculé. Les experts qui ont mis en place le plan de prévention des risques en Martinique, je prends l'exemple de ce qui s'est passé il y a 2 ans à Sainte-Marie sur la route, où on a toute une bulle qui est descendue de maison. Je me souviens de ça, oui. Moi, je m'en souviens bien parce que dans cette même bulle, j'étais en train de faire toutes les transactions. Je venais d'en faire et j'en avais en cours. Donc, il devait y avoir 4 maisons. Et les gens avaient été bien avertis, bien entendu, parce qu'ils ont le plan de prévention des risques. Et la zone qui a glissé, c'est exactement la zone figurant en rouge. Cette zone, c'est exactement cette zone qui a glissé. Donc, il faut prendre au sérieux. Je vois sur le Robert les quartiers en hauteur, les quartiers au grain, tous ces quartiers-là. C'est des quartiers en zone rouge qui sont extrêmement peuplés avec beaucoup de maisons. Mais c'est des quartiers en zone rouge. Donc, et le même problème se pose donc dans ces quartiers-là pour l'assurance également. L'assureur, oui. Quand les compagnies d'assurance veulent assurer. Hein. D'accord. Autre chose ? On a fait le tour à peu près de la question. On a alerté suffisamment nos téléspectateurs pour leur dire que les pieds dans l'eau, c'est pratiquement fini. Voilà, c'est presque obsolète. Sauf à accepter certains sacrifices. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Cartier, merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans une autre émission. Maître, je ne vous dis pas au revoir. On va se revoir très certainement. Il n'y a pas de problème. Merci pour l'invitation. En tout cas, c'est même enrichissant pour moi, donc c'est parfait. D'accord. Merci, messieurs les experts. Merci, Bruno. Et à bientôt. Bonne soirée.